Un milliardaire sans cœur a laissé sa fille de 5 ans mourir de froid dans les montagnes. Son cœur défaillait déjà. Les factures médicales l'écrasaient et elle valait 2 millions de dollars morte. Elle est partie sans se retourner. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une inconnue l'observait depuis les arbres. Une femme payée pour s'assurer que l'enfant ne quitterait jamais cette forêt vivante. Mais 15 ans plus tard, les lustres brillaient de 1000 feux au gala de charité dratique. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les coupes de champagne s'entrechoquaient. Léonore Dron se tenait au centre de tout cela, souriant à la foule, serrant des mains de donatrice, acceptant les louanges pour sa fondation pour la santé des enfants. Une fondation construite sur la mort de sa fille. Les 2 millions qu'elle avait touchés, quand elle était censée être morte, étaient devenus des milliards. Son empire, son héritage, sa réputation immaculée. Ce soir-là, elle était intouchable. Ce soir-là, elle ignorait que la fille qu'elle avait abandonnée se tenait à 6 mètres d'elle. Elle avait changé de nom, s'était infiltrée dans son entreprise, avait appris tous ses secrets, cartographié tous ses mensonges et dans 7 jours, elle l'emmènerait de nouveau dans ces montagnes, à l'endroit exact où elle l'avait laissé mourir. Ce qui s'y passa détruisit tout ce qu'elle avait bâti et tout a commencé avec un cardigan rouge qu'elle pensait ne jamais revoir. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir le travail qu'on fait ici. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Luna remarqua le silence en premier. Plus de voitures, plus de bruit de ville, juste le vent, les arbres et sa propre respiration qui ne sonnait pas bien. Trop rapide, trop courte. Elle resserra son cardigan rouge autour d'elle. La laine grattante brûlait contre sa peau. Elle avait mal à la poitrine. Elle se tenait quelques pas devant sur le sentier étroit de la forêt. Son tailleur était trop sombre pour un endroit aussi vide. Elle avait le dos tourné, les épaules crispées. Elle avait été silencieuse toute la matinée. Pas de musique dans la voiture, pas de blagues, juste des réponses courtes et ce regard sur son visage. Celui qui lui faisait peur. « Maman, j'ai froid. » Elle ne se retourna pas. « On peut rentrer ? J'ai mal au cœur. » Rien. Elle essaya de se lever mais ses jambes tremblaient. Elle tomba à genoux. Ses paumes meurtrirent le sol gelé. Une douleur vive traversa ses mains. Cria-t-elle. « Ne me laisse pas. » Les mots commencèrent à s'étouffer. Elle s'éloignait dans les arbres. Elle essaya de ramper. Ses bras brûlaient. Tout se mit à tourner. « S'il te plaît ?» La forêt l'avala. Puis elle avala sa voix aussi. Luna continua de ramper jusqu'à ce que ses bras lâchent. Elle s'effondra. Le cardigan rouge était la seule couleur vive dans tout ce gris. Sa main se tendit une dernière fois vers rien, puis tout devint noir. À 8 kilomètres de là, Eliane Rowan était assise dans son pick-up. L'enveloppe était posée sur le siège passager, épaisse, lourde, plus d'argent qu'elle n'avait vu depuis des années. 2 jours plus tôt, une femme en tailleur de prix la lui avait glissée sur la table d'un dîner. Son parfum sentait l'argent. Sa montre coûtait probablement plus que ce qu'Eliane gagnait en 6 mois. Il y aura une enfant, avait dit la femme, calme, comme si elle parlait de la météo dans les montagnes. Vous la verrez là-bas. Assurez-vous juste que la situation se termine là-bas. Pas de police, pas de questions. Eliane avait fixé l'enveloppe. Vous comprenez? Eliane avait pris l'argent. Elle avait compris la partie argent. Elle ne s'était pas permise de penser au reste. Maintenant, elle serrait le volant. Ses mains tremblaient. Elle avait besoin de cet argent. Les médicaments contre le cancer de son frère coûtaient plus cher chaque mois. L'hypothèque avait 3 mois de retard. Les prêteurs sur gage avaient arrêté d'appeler et commencé à débarquer. La semaine dernière, l'une d'elles avait attrapé le col. La prochaine fois, on ne demandera pas gentiment. Eliane n'avait pas le choix. Elle démarra le pick-up et prit la route de la montagne. Elle se gara au départ du sentier, resta là 10 minutes à fixer le vide. Fais-le, finissons. Ne pense pas. Elle sortit et se mit à marcher, ses bottes craquant sur le sol gelé. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'enveloppe pesait dans la poche de sa veste comme une pierre. Elle avait fait des choses mauvaises avant, volé, menti, des choses dont elle n'était pas fière. Mais ça, c'était différent. Elle marcha plus vite maintenant, comme si en allant assez vite, elle n'aurait pas le temps de penser. Puis elle entendit un son, petit, brisé. Non, s'il te plaît. Non. Elle suivit le son hors du sentier à travers les arbres jusqu'à une clairière. C'est là qu'elle la vit. Une petite fille, peut-être 6 ou 7 en portant un cardigan rouge recroquevillé par terre comme un déchet qu'on aurait jeté. Ses lèvres étaient bleues, ses yeux mi-clos ne fixaient rien. Le givre collait à ses cheveux. « Maman » murmura-t-elle à peine un son. L'enveloppe dans sa poche pesait soudain 1000 kg. Sa petite main se tendit vers rien. Puis elle retomba. Ses yeux commencèrent à se fermer. « Non » s'entendit-elle dire. Elle courut, tomba à genoux à côté d'elle, la souleva. Elle était si légère, trop légère comme si elle était déjà à moitié partie.
Sa tête roula contre sa poitrine. Sa respiration venait par petits souffles brisés. « Reste avec moi, supplia-t-elle. Ne lâche pas, s'il te plaît, ne lâche pas. » Elle se releva et courut vers la descente de la montagne. Ses jambes hurlaient, ses poumons brûlaient, les branches lui fouettaient le visage. Elle s'en fichait. Elle ne pensait plus à l'argent. Elle ne pensait plus à la femme en tailleur. Elle ne pensait plus à son frère, ni à l'hypothèque, ni au prêteur. Elle courait, c'est tout. Le corps de la petite fille rebondissait à chaque pas. Sa respiration devenait plus faible. Ça l'effrayait plus que tout. « Allez petite, reste avec moi. » Elle jaillit hors des arbres. Son pick-up était là. Elle chercha ses clés d'une main tout en la tenant de l'autre, ouvrit la portière, l'allongea sur la banquette arrière. Ses lèvres étaient pires maintenant, presque violettes. Elle sauta au volant, démarra. Les pneus patinèrent sur le gravier alors qu'elle faisait demi-tour. L'hôpital le plus proche était à 20 minutes. Elle le fit en 12. Elle l'apporta à travers les portes des urgences. À l'aide. Quelqu'un? À l'aide. Les infirmières levèrent les yeux, virent la fille dans ses bras. Tout alla très vite après ça. Elles la lui prirent. La fille roula sur un brancard derrière des portes battantes. Elle commençait à crier des mots médicaux qu'elle ne comprenait pas. Une infirmière lui montra une chaise. « Madame, vous devez attendre ici. » Eliane s'effondra dessus. Ses mains tremblaient. Sa veste était trempée de sueur. L'enveloppe était toujours dans sa poche. Elle la sortit, la fixa. Argent sale, paiement pour un boulot qu'elle n'avait pas fait. Ses mains tremblaient encore quand une infirmière s'approcha avec un presse-papier. « Madame, il nous faut des informations. » « Comment s'appelle-t-elle » Eliane leva les yeux. La question resta suspendue entre elles. Elle ne connaissait pas son vrai nom, mais elle savait que si elle disait la vérité. Si elle disait qu'elle l'avait trouvée abandonnée, il y aurait des questions. Police, enquête et la femme en tailleur cher sauraient qu'Eliane n'avait pas fini le boulot. « Madame, son nom. » La bouche d'Eliane s'assécha. « Luna, dit-elle. » Le mot sortit avant qu'elle puisse le retenir. « Luna Rowan. » L'infirmière l'écrivit. « Et vous êtes » C'était le moment qui allait tout décider. « Je suis sa mère. » L'infirmière l'écrivit. « Asseyez-vous, Madame Rowan. La médecin vous tiendra au courant bientôt. » Elle s'éloigna. Eliane se rassit sur la chaise en plastique. Ses jambes étaient faibles. Son cœur cognait. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Elle avait revendiqué une enfant qu'elle ne connaissait pas. Lui avait donné un faux nom, menti à un hôpital. Elle aurait pu revenir en arrière tout de suite, dire qu'elle s'était trompée, qu'elle l'avait trouvée et avait paniqué, qu'elle n'était pas vraiment sa mère. Mais alors quoi? Elles appelleraient la police. Il y aurait des questions, des enquêtes et la femme en tailleur saurait qu'Eliane avait échoué, qu'Eliane avait sauvé l'enfant qu'elle était payée pour laisser mourir. Eliane sortit l'enveloppe de sa poche, la fixa. Tout cet argent, assez pour résoudre tous les problèmes de sa vie, sauf celui-là. Elle la remit dans sa poche et mit sa tête dans ses mains. 1 heure passa, puis 2. Les infirmières couraient. Les machines bipaient derrière les portes fermées. Quelqu'un pleurait dans une autre salle. Eliane restait sur sa chaise à attendre. Finalement, une médecin sortit. Femme plus âgée, les yeux fatigués, blouse tachée de café. Elaine Bondet. Elle va bien. Le visage de la médecin ne laissait rien paraître. Elle est stable pour le moment. Pour le moment. Votre fille souffre d'une grave maladie cardiaque. Vous étiez au courant. On était en train de faire examiner ça. Le mensonge sortit plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. La médecin croisa les bras. Elle a eu de la chance que vous l'ayez trouvée quand vous l'avez fait. 30 minutes de plus et on aurait une toute autre conversation. Elle aura besoin de médicaments, continua la médecin. Tous les jours à vie. Contrôle tous les 3 mois. Peut-être une opération plus tard selon l'évolution. Est-ce que je peux la voir? Demanda-t-elle. Dans un instant, mais Madame Rowan, il faut que je sois claire avec vous. Cette maladie est gérable, mais elle est très coûteuse, extrêmement coûteuse. Vous avez une assurance? L'estomac d'Eliane tomba dans ses talons. Je suis dessus. Cette hospitalisation seule va coûter plusieurs milliers de dollars. Les médicaments, environ 300 dollars par mois. Les contrôles, les analyses, les spécialistes, vous regardez une charge financière considérable. Eliane ne répondit pas. Je n'essaie pas de vous effrayer, dit la médecin plus doucement. Je veux juste que vous compreniez ce que vous prenez en charge. Je comprends. Vous avez de la famille qui peut aider? Le père de l'enfant? C'est juste moi, répondit Eliane. La médecin l'observa longuement, hocha la tête. Très bien, suivez-moi. Elles longèrent un couloir, franchirent des portes battantes, passèrent devant des chambres avec des machines qui bipaient et des gens dans des lits. La médecin s'arrêta devant une vitre. Elle est là. Eliane regarda à travers la vitre. Luna était allongée dans un lit d'hôpital.
Elle paraissait encore plus petite. Les draps blancs l'avalaient. Des tuyaux partaient de ses bras. Des moniteurs suivaient son rythme cardiaque. Sa poitrine montait et descendait, irrégulière, fragile. Le cardigan rouge était plié sur une chaise dans le coin taché de boue et de larmes. Elle demande sa mère, dit la médecin. Elle a peur, elle est perdue. Elle ne se souvient pas beaucoup de ce qui s'est passé. La gorge d'Eliane s'aserra. Vous pouvez entrer, mais restez bref, elle a besoin d'eux. La médecin s'éloigna. Eliane resta plantée là, à la regarder à travers la vitre. Cette petite fille n'avait aucune idée de qui elle était, aucune idée de l'argent qu'elle avait été payée pour la laisser mourir. Aucune idée d'à quel point elle était passée près de mourir seule dans ces bois. Elle pouvait encore partir, dire la vérité, affronter les conséquences. Mais alors qu'arriverait-il à elle? Retour dans le système, foyer d'accueil, hôpitaux qui s'en foutent, adultes qui la verraient comme un problème. Elle avait été cet enfant-là, passé de main en main, oublié, laissé à apprendre seule à survivre. Elle ne pouvait pas lui faire ça. Eliane poussa la porte et entra. Les yeux de Luna s'ouvrirent lentement, d'abord flous, puis la trouvèrent. « Maman » murmura-t-elle. Le mot la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Elle croyait qu'elle était sa vraie mère, celle qu'il avait laissée dans les bois. « Salut » dit Eliane doucement. Elle s'approcha, tira une chaise. « Comment tu te sens ?»« Les médecins disent que tu vas t'en sortir. Tu as juste besoin de repos. » Elle la fixa vraiment? Elle la regarda. Ses sourcils se froncèrent. « Tu es revenu ?» dit-elle. Eliane se fija. « Tu avais dit que tu revenais tout de suite. »« J'ai cru que tu ne reviendrais pas. » Sa poitrine se serra. Elle croyait qu'elle était la femme qui l'avait abandonnée et elle lui était reconnaissante d'être revenue. « Je suis là maintenant » dit Eliane. Sa voix se brisa. « Je ne pars plus nulle part. » Elle tendit sa petite main. Elle la prit. Ses doigts étaient si minuscules dans sa paume. « Chaud maintenant. Vivante. »« Promis » murmura-t-elle. Eliane regarda cette petite fille, cet inconnu. Cet enfant qu'elle avait été payée pour laisser mourir. « Promis ?» Elle sourit un tout petit peu. Puis ses yeux se refermèrent. Eliane resta là à lui tenir la main pendant qu'elle se rendormait. L'enveloppe dans sa poche pesait. Plus lourd que jamais. Elle avait franchi une ligne qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, dit un mensonge qu'on ne pouvait pas reprendre, fait une promesse dont elle n'avait aucune idée de comment la tenir, mais en la regardant respirer, en regardant sa poitrine monter et descendre dans ce rythme irrégulier, en la voyant lui faire confiance alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, même si ça devait la détruire. 3 jours passèrent avant qu'on laisse Luna quitter l'hôpital. Eliane resta tout le temps, dormit sur la chaise à côté de son lit, mangea de la nourriture des distributeurs. Ignora les appels de son frère qui demandait où elle était. Les infirmières apportèrent des formulaires, des pages et des pages. Papier de sortie, consignes de médicaments, rendez-vous de suivi, facture. Eliane signa tout au nom de Luna Rowan. Son écriture devenait plus brouillonne à chaque signature. Une assistante sociale passa le 2e jour, femme d'âge moyen, les yeux gentils, tenant un presse-papier. « Madame Rowan, juste quelques questions pour nos dossiers. » Le cœur d'Eliane fit un bond. « D'accord. » L'acte de naissance de Luna. « Il nous faut une copie pour le dossier. »« Je l'apporterai à la prochaine visite, » répondit Eliane. « Et ses anciens dossiers médicaux. »« On vient de déménager. Tout est encore dans les cartons. » La femme nota quelque chose. « D'où venez-vous » demanda-t-elle. « Du Nord, petite ville. Vous ne connaissez pas. » Encore des notes. « Et le père de Luna » demanda-t-elle. « Il n'est pas dans le paysage » répondit Eliane. « Je vois. » La femme regarda Luna qui dormait. Elle a toujours eu des problèmes cardiaques. On savait qu'il y avait quelque chose. On économisait pour faire examiner correctement. Le mensonge sortait plus facilement à chaque fois. L'assistante sociale hocha la tête. « Eh bien, vous l'avez amenée juste à temps. Quelques heures de plus. » Elle ne finit pas. Eliane savait ce qu'elle voulait dire. Elle posa encore quelques questions. Eliane répondit à toutes. Elle sembla satisfaite ou peut-être juste fatiguée. En tout cas, elle partit sans insister plus. Quand elle fut partie, Eliane expira l'air qu'elle retenait sans s'en rendre compte. Le 3e jour, une autre médecin entra, plus jeune, plus vive. « Madame Rowan, il faut parler des soins à long terme de Luna. » Elles passèrent tout en revue. Le planning des médicaments, les signes d'alerte, les procédures d'urgence. Elle ne peut pas courir trop fort, pas trop de froid. Le stress est mauvais pour son cœur. Vous devrez la garder calme. Eliane nota tout sur une serviette en papier. C'était son seul papier. Une chose encore, dit la médecin. Ses souvenirs risquent d'être flous un moment. Le trauma, le froid, le manque d'oxygène, ça peut perturber la mémoire. Elle ne se souvient peut-être pas exactement de ce qui s'est passé. C'est permanent, demanda-t-elle.
Difficile à dire, certains enfants finissent par tout se rappeler, d'autres jamais. La médecin marqua une pause. Parfois, c'est mieux comme ça. Quand elle partit, Eliane s'assit à côté du lit de Luna. Elle était réveillée maintenant, fixait le plafond. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Demanda-t-elle. Maison. Elle le disait comme si elles en avaient une ensemble. Aujourd'hui, dit Eliane. Il prépare tes papiers. On habite où? La question la frappa fort. Elle ne se souvenait pas, ne connaissait plus sa vraie maison, sa vraie mère, sa vraie vie. La médecin avait raison. Le trauma avait emporté des morceaux de sa mémoire. On habite dans les montagnes, dit Eliane prudemment. Petite maison, juste toi et moi. Elle réfléchit. Juste nous deux. Juste nous deux. Et papa? Il n'est plus là. Elle est partie aussi. Le mot resta suspendu. Elle est partie aussi. Luna se tut, puis elle la regarda. Mais toi, tu es revenu. Je suis revenu. Tu ne partiras plus. Non. Elle a cru. Elle le vit dans ses yeux. Elle aurait voulu se croire elle-même. Elles quittèrent l'hôpital cet après-midi-là. Une infirmière roula Luna jusqu'à la sortie. Eliane portait un sac plastique avec son cardigan rouge et 3 flacons de médicaments. La facture s'élevait à 8 000 $. Vous pouvez mettre en place un plan de paiement, dit la femme de la facturation. Elle n'avait pas l'air pleine d'espoir. Je vais trouver. Elle disait ça souvent ces temps-ci. Son pick-up était toujours garé là où elle l'avait laissé. Elle aida Luna à monter côté passager, l'attacha. Elle avait l'air si petite assise là. On va où? Demanda-t-elle. Bonne question. Eliane ne pouvait pas la ramener à son appartement. Son frère y était. Il poserait des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elle roula hors de la ville, loin de tout ce qui était familier, vers une petite ville de montagne où personne ne posait de questions et où on s'occupait de ses affaires. Luna s'endormit contre la vitre. Sa respiration était encore irrégulière, encore fragile. Eliane la regarda puis regarda la route. Elle n'avait pas de plan, pas d'argent, aucune idée de ce qu'elle faisait, juste une petite fille qui croyait qu'elle était sa mère et une promesse à tenir. L'enveloppe était maintenant dans la boîte à gants. Elle l'avait déplacée pour ne plus la sentir dans sa poche. 8 000 $ de factures d'hôpital, 300 $ par mois de médicaments, le loyer, la nourriture, tout le reste. Cette enveloppe pouvait tout résoudre. Mais toucher cet argent revenait à admettre ce qu'elle avait failli faire. Revenait à accepter le paiement d'un boulot raté. Elle continua de conduire. Les montagnes se dressaient devant elle, sombres contre le ciel. Luna bougea, ouvrit les yeux. On est presque à la maison. Presque. Elle sourit et referma les yeux. Eliane serra le volant plus fort. Maison. Elle allait devoir en construire une. La maison qu'Eliane trouva n'était pas grand-chose. Une boîte fatiguée au bord de la ville. Peinture qui s'écaille, toit affaissé, fenêtres qui tremblent quand le vent souffle. La propriétaire était une vieille femme qui ne posait pas de questions. Elle voulait juste le premier mois de loyer en liquide. La moitié de l'argent de l'enveloppe partit en une seule transaction. Elle se dit que c'était temporaire, juste le temps de trouver une solution. Ça faisait 6 mois maintenant. La chambre de Luna avait un lit étroit, une commode avec un tiroir qui coinçait et une fenêtre fissurée. Eliane boucha la fissure avec du carton et du ruban adhésif. Voilà, comme neuve. Elle sourit parce qu'elle voyait qu'elle essayait. Les placards de la cuisine étaient presque vides. Les bonnes semaines, il y avait du poulet. Les mauvaises semaines, des nouilles nature. Luna ne se plaignait jamais, pas une fois. Elle avait vite appris que se plaindre rendait les choses plus dures pour Eliane, faisait durcir son visage, la faisait se taire. Alors, elle se taisait aussi. La nuit, elle restait éveillée à écouter. Le frigo qui ronronnait en luttant pour rester froid, les bottes d'Eliane quand elle rentrait tard du boulot du jour. Sa voix au téléphone dans la cuisine. Basse, tendue. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Je l'aurai la semaine prochaine, promis. Juste jusqu'à vendredi. Parfois, il y avait le silence. Celui qui fait peur, celui qui ressemble à retenir son souffle sous l'eau. Luna se roulait en boule autour de son cardigan rouge, appuyait son visage dedans, attendait le sommeil. Ce n'était pas la vie dont elle se souvenait avant l'hôpital, avant le froid. Ses souvenirs d'avant étaient flous maintenant. Des morceaux manquants, comme essayer de se rappeler un rêve. Elle se souvenait d'avoir été en sécurité une fois, au chaud, quelqu'un qui chantait. Mais les détails avaient disparu. Tout ce qu'elle avait maintenant, c'était cette maison, cette chambre, cette vie. Et Eliane, qu'elle appelait maman, même si quelque chose dans sa poitrine sonnait faux quand elle le disait. L'école commença à l'automne. Eliane l'accompagna le premier jour, lui tint la main tout le trajet. « Tu vas être génial », dit-elle. Elle voulait la croire. Les autres enfants avaient des sacs à dos neufs, des vêtements neufs, des mamans qui leur faisaient un bisou d'au revoir.
Luna avait un sac à dos d'occasion qu'Eliane avait trouvé en fripe et un jean un peu trop court. Elle ne s'intégra pas tout de suite. La maîtresse, Madame Patterson, était assez gentille mais elle avait ce regard, celui que les adultes prennent quand ils voient un enfant en difficulté. Pitié mélangée d'inquiétude. Luna, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me parler. Luna hocha la tête. Elle ne le ferait pas. Parler voulait dire question. Question voulait dire mensonge. Le cours de sport était le pire. Elle devait courir des tours de piste. Luna tint la moitié d'un tour avant que sa poitrine commence à faire mal. Elle s'arrêta, s'assit sur la piste. Les enfants la dépassaient en courant. Pourquoi tu t'arrêtes? Déjà fatiguée? La prof de sport trottina vers elle. Ça va Luna? J'ai mal au cœur. Le visage de la prof changea. Va t'asseoir sur les gradins. Tu peux sortir aujourd'hui. Ce n'était pas juste aujourd'hui. Luna s'asseyait presque tous les jours. Les autres enfants remarquèrent. Pourquoi tu joues jamais? Tu es malade ou quoi? Ma mère dit que certaines sont juste paresseuses. La dernière phrase fit mal. Luna n'était pas paresseuse. Elle se battait contre quelque chose qu'elle ne voyait pas, mais elle ne savait pas comment l'expliquer, ne savait pas comment leur faire comprendre. Alors, elle se taisait, mangeait seule, rentrait le plus vite possible. Un jour, elle rentra et trouva Eliane à la table de cuisine. Factures étalées devant elle, tête dans les mains. Elle resta dans l'encadrement de la porte, silencieuse. Elle leva les yeux, essaya de sourire et échoua. Salut petite, l'école ça a été. Paf, répondit Luna. Elle retourna aux factures. Elle voyait les chiffres, tous en rouge, tous furieux. On va s'en sortir, demanda-t-elle. Eliane la regarda, vraiment regarda et pour la première fois, elle vit à quel point elle était fatiguée, à quel point elle avait peur. Oui, dit-elle, encore un mensonge. Elle le savait. Elle le savait, mais elle faisait toutes les deux semblant. Cette nuit-là, Luna l'entendit au téléphone. Voix plus basse que d'habitude. Je peux faire les week-ends, double poste, tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, j'ai une gamine à nourrir. Silence encore. Merci. Merci beaucoup. Quand elle raccrocha, elle l'entendit expirer longuement, puis autre chose, un son qu'elle ne lui avait jamais entendu. Elle pleurait doucement, prudemment, comme si elle ne voulait pas qu'elle entende. Luna tira la couverture sur sa tête et ferma très fort les yeux. Elle voulait aider, voulait arranger les choses, mais elle n'était qu'une gamine avec un cœur cassé et une vie qui n'avait aucun sens. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était essayer de ne pas être un poids, essayer de ne pas coûter trop cher, essayer de ne pas trop demander, essayer d'être petite. Elle était douée pour être petite. Les mois passèrent entraînant. Eliane faisait des chantiers, lavait la vaisselle, tout ce qui payait en liquide. Ses mains toujours écorchées, ongles noirs, dos voûté. Certaines semaines, l'argent suffisait presque. La plupart du temps, non. Les médicaments coûtaient 3 cents par mois. Comme une horloge, pas négociable. Luna en avait besoin pour vivre. Alors Eliane faisait marcher la magie, mais elle voyait le prix sur son visage. Dans sa démarche, dans les fois où elle oubliait de manger parce qu'il n'y en avait pas assez pour deux. Une nuit, elle remit la moitié de son assiette dans la sienne quand elle avait le dos tourné. J'ai plus faim. Elle mentit. Elle savait mais elle mangea quand même parce que c'est ce que font les gens cassés. Ils prennent soin les uns des autres comme ils peuvent. Ils font semblant que c'est assez. Quand Luna eut 8 ans, elle avait passé plus de temps à l'hôpital que la plupart des enfants de son âge. Contrôle tous les 3 mois, prise de sang, moniteur cardiaque, médecin qui la piquait pendant qu'elle restait immobile et faisait semblant que ça ne faisait pas mal. Eliane prenait congé à chaque fois, perdait un salaire qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, mais elle ne manquait jamais un rendez-vous. Les médecins disaient toujours la même chose. Son cœur était faible. Il fallait faire attention. Fièvre, douleur thoracique, difficulté à respirer égale urgence immédiate. Ça arriva plus souvent que Luna voulait l'admettre. 2 fois cette année-là, elle se réveilla au milieu de la nuit, incapable de bien respirer. Eliane la conduisit aux urgences les 2 fois. Elle restait des heures dans ces salles d'attente trop lumineuses. Eliane lui tenant la main, Luna essayant de ne pas pleurer parce que pleurer faisait plus mal à la poitrine. « Tu es costaud » disait-elle. « Tu as survécu pire que ça. » Elle la croyait même quand son corps ressemblait à une prison dont elle ne pouvait pas s'échapper. L'école devint plus difficile en grandissant, pas les cours. Luna était intelligente. Sa mémoire était parfaite. Elle lisait une fois et se souvenait de tout à jamais. Les profs adoraient ça, mais le reste, les escaliers entre les classes qui lui brûlaient la poitrine, le sport obligatoire qu'elle ne pouvait pas faire, le fait de devoir aller plus lentement que tout le monde, ça, il n'aimait pas. Un jour, en 3e année de primaire, elle devait courir le kilomètre obligatoire pour toutes. Luna fit un tour avant de devoir s'arrêter. Elle se plia en 2, haletante, main sur la poitrine. La prof de sport siffla. « Je peux pas » réussit-elle à dire.
Tu peux pas ou tu veux pas? Les autres ralentirent, regardèrent. J'ai mal au cœur. Tout le monde est fatigué. C'est le but. Force-toi. J'ai une maladie, dit-elle plus fort, gênée. Le visage de la prof changea. Ah oui, va t'asseoir sur les gradins. Tu peux sortir aujourd'hui. Ce n'était pas juste aujourd'hui. Luna s'asseyait presque tous les jours. Les autres enfants remarquèrent. Pourquoi tu joues jamais? Tu es malade ou quoi? Ma mère dit que certaines sont juste faibles. Le visage de Luna brûla. Elle n'était pas faible. Elle était malade. Il y avait une différence mais personne ne semblait s'en soucier. À midi, elle mangea seule. Pas parce que les enfants étaient exactement méchants, plutôt parce qu'elle était différente, silencieuse, toujours fatiguée, toujours à l'écart. Difficile de se faire des amis quand on ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Elle mangeait lentement, consciente de chaque battement de son cœur. Parfois, il sautait ou trébuchait ou battait trop vite sans raison. Ces moments l'effrayaient plus qu'elle ne le montrait. Elle fermait les yeux et comptait ses respirations jusqu'à ce que ça passe. 1, 2, 3. Calme-toi. Ça passait toujours. Mais si un jour ça ne passait pas? Cet après-midi-là, elle rentra et trouva les flacons de pilules alignés sur le plan de travail. Maintenant, elles en avaient ajouté un le mois dernier. À côté, une pile de papier, factures, tout tamponné en rouge. Échéance dépassée, dernier avis, coupure imminente. Mise en garde. Luna les fixa, fit le calcul dans sa tête. Ces médicaments coûtaient 9 cents par mois maintenant. 3 pilules fois $300 chacune. Eliane gagnait peut-être $2000 les bons mois. Loyer 6 cents. Il restait $500 pour tout le reste. Nourriture, essence, électricité, eau, téléphone. Les chiffres ne marchaient pas. Elle savait qu'ils ne marchaient pas, mais Eliane continuait d'essayer quand même. Elle commença à aider comme elle pouvait. À 9 ans, elle faisait du babysitting pour les voisins. $5 de l'heure. Elle aidait Madame Chen d'à côté avec son jardin. Madame Chen la payait en légumes et parfois un billet de $5. Elle ramassait les canettes dans le parc, les rapportait pour le recyclage. Chaque billet froissé qu'elle ramenait, elle le donnait à Eliane. « Tu n'es pas obligée, disait-elle. Je veux aider. » Son visage faisait quelque chose de compliqué. Fierté mélangée de honte, mêlée d'amour. Elle prenait l'argent parce qu'elle n'avait pas le choix. Les mauvais jours quand son cœur faisait des siennes et qu'elle ne pouvait pas aller à l'école, Luna restait couchée et écoutait. Le téléphone qui sonne, Eliane qui ne décroche pas, le frigo qui grogne sur des pièces de rechange à moitié cassées, le bruit d'Eliane dans la cuisine tard la nuit, raclant les restes, lui donnant la plus grosse part en prétendant qu'elle avait déjà mangé. Elle entendait tout, se souvenait de tout et comprenait plus qu'une enfant de 9 ans ne devrait. Elle coulait lentement, silencieusement et peu importe à quel point elles essayaient toutes les deux, l'eau continuait de monter. Une nuit, elle l'entendit au téléphone. « J'ai besoin d'un délai s'il vous plaît. Juste 2 semaines de plus. Je comprends mais j'ai une gamine malade. Les médicaments seuls. Je ne cherche pas d'excuses. Je demande de l'aide. D'accord. Je l'aurai vendredi. » Elle raccrocha. Luna l'entendit s'asseoir lourdement, expirer lentement. Puis silence, le genre qui ressemble à la défaite. Elle serra son cardigan rouge plus fort et ferma les yeux. Elle ne savait pas qui était sa vraie mère, ne se souvenait plus de la vie d'avant. Mais elle savait qu'Eliane essayait, se tuait à essayer et ça ne suffisait toujours pas. C'était ça le plus dur. Pas qu'elles étaient pauvres, mais qu'essayer de toutes ses forces ne suffisait toujours pas à te sortir de là. Eliane ne pouvait pas réparer le cœur de Luna. Elle pouvait réparer une fuite d'eau, un moteur cassé, une fenêtre fissurée, mais pas elle. Cette vérité la rongeait chaque jour. Elle travaillait là où on voulait bien d'elle. Chantier où son dos hurlait dès midi. Restaurant où elle lavait la vaisselle jusqu'à minuit. Petit boulot en noir dans le coin, ses mains toujours à vif, ongles noirs de graisse et de terre. Ses épaules faisaient si mal certains matins qu'elle ne pouvait pas lever les bras, mais elle y allait quand même parce que Luna avait besoin de ses médicaments, de nourriture, d'un toit, besoin qu'elle tienne la promesse faite dans cette chambre d'hôpital. Certaines semaines, l'argent tenait presque. Elle comptait les billets sur la table de cuisine et se disait que peut-être, juste peut-être, ce mois-ci ça irait. La plupart des semaines, ça n'allait pas. Elle restait assise à 2 heures du matin, calculait à la main, déplaçait des chiffres comme un puzzle avec des pièces manquantes. Loyer plus médicaments plus nourriture plus électricité égale toujours plus que ce qu'elle avait. Une nuit très tard, après que Luna fut couchée, Eliane sortit la vieille boîte à outils en métal de sous son lit. Elle la gardait cachée là, ne la touchait jamais, sauf quand elle n'avait plus le choix. Dedans, sous les clés rouillées et les câbles emmêlés, il y avait l'enveloppe, toujours épaisse, toujours pleine. Elle n'avait pas dépensé un seul billet, pas un. Elle la sortit maintenant, la fixa dans la lumière faible. $7000 restants, peut-être plus. Elle avait arrêté de compter après le premier loyer.
Cet argent pouvait effacer la dette d'hôpital qui grossissait. Réparer le toit avant l'hiver, acheter à Luna des chaussures qui lui allaient vraiment. Au lieu de celles trop petites qu'elle portait sans se plaindre. Elle n'avait qu'à le prendre. Simple, sauf que ce n'était pas simple du tout. Cet argent avait un prix, une signification. C'était le paiement d'un boulot. Un boulot horrible qu'elle avait failli faire. Prendre cet argent revenait à admettre quelque chose, à accepter ce qu'elle avait été engagée pour faire, à dire que c'était ok. Je peux pas, murmura-t-elle pour elle-même. Je peux pas. Elle se souvenait de Luna dans ce lit d'hôpital. Petite, fragile, yeux vitreux de fièvre et de peur, la façon dont elle avait agrippé sa chemise avec sa toute petite main. Ne me laisse pas, avait-elle chuchoté. Elle avait promis qu'elle ne le ferait pas, mais d'une certaine façon prendre l'argent, c'était encore la laisser. La laisser avec un mensonge qu'elle ignorait. La laisser avec une vérité dont elle avait trop peur de parler. Elle ne connaissait pas son vrai nom, sa vraie mère, sa vraie vie. Elle croyait qu'Eliane l'avait sauvée parce qu'elle était sa mère. Elle ne savait pas qu'elle avait été payée pour la laisser mourir. Ce secret pesait entre elles tous les jours. Certaines nuits, Eliane pensait à tout lui dire, à en finir, à la laisser décider si elle voulait encore d'elle. Mais ensuite, elle la regardait, voyait son sourire quand elle rentrait du travail, la façon dont elle gardait la moitié de sa nourriture pour elle, la confiance totale qu'elle avait en elle. Et elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas risquer de perdre la seule bonne chose qu'elle ait jamais faite dans sa misérable vie. Alors, elle remit l'enveloppe dans la boîte à outils, la recouvrit des outils, repoussa tout sous le lit. Elle préférait crever de faim plutôt que de toucher cet argent. Préférait se casser le dos sur 3 boulots, se détruire complètement, tout plutôt que d'admettre ce qu'elle avait failli être. Le lendemain matin, Luna la trouva endormie à la table de cuisine. Encore en vêtements de travail, bottes aux pieds, factures étalées devant elle, tampons rouges partout. Elle resta dans l'encadrement de la porte à la regarder. Son visage semblait plus vieux qu'il ne devrait. Rides autour des yeux, cheveux gris qui n'étaient pas là un an plus tôt. Elle se détruisait pour elle. Elle le savait et elle ne savait pas comment l'arrêter. Elle s'approcha doucement, ramassa sa veste par terre, trouva un billet de 20 $ dans la poche. Le travail d'hier. Elle le prit, l'ajouta au bocal sous son lit où elle gardait l'argent du babysitting et des petits boulots. 45 $ maintenant. Pas assez pour changer quoi que ce soit, mais elle continuait d'épargner quand même parce qu'elle devait faire quelque chose. Eliane se réveilla 1 heure plus tard. Luna préparait le petit déjeuner. 2 œufs, un chacune. Salut petite. Salut. Elle ne parla pas de l'argent. Elle ne parla pas d'avoir dormi à la table. Elles firent toutes les deux comme si tout allait bien. C'est ce qu'elle faisait. Faire semblant parce que la vérité était trop lourde à dire à voix haute. Alors, elle la portait en silence. Et quelque part dans une grande ville lointaine, une femme en tailleur cher vivait sa vie sans jamais penser à l'enfant qu'elle avait laissé dans les montagnes, sans jamais se demander si elle avait survécu, sans jamais perdre une seule nuit de sommeil. Pendant qu'Eliane perdait. Toutes les siennes. La plupart des gens oublient. Les visages se mélangent, les conversations s'effacent. Hier se mélange à la semaine dernière jusqu'à ce que tout devienne un gros brouillard. Pas Luna. Elle se souvenait de tout. Les mots exacts de Madame Patterson quand elle lui avait rendu un contrôle de maths raté en 3e année, le menu du dîner où Eliane l'avait emmenée pour ses 8 ans. Elle n'essayait même pas de se souvenir. Son cerveau gardait tout. Chaque détail, chaque moment, chaque mot. Au début, ça aidait. Elle n'avait pas besoin d'étudier pour les contrôles. Elle lisait le livre une fois et revoyait les pages clairement dans sa tête le jour de l'examen comme un classeur. Les profs la disaient douée, intelligente, surdouée. Les autres enfants lui demandaient les réponses. Elle était utile comme ça, mais la mémoire ne gardait pas que le bon. Elle gardait tout. Elle se souvenait du garçon en 4e année qui avait dit que ses vêtements sentaient la pauvreté, le ton exact qu'il avait pris, la façon dont les autres avaient ri. Elle se souvenait des sons que les autres oublient. Feuilles sèches qui craquent sous les bottes, branches raclant les fenêtres la nuit, les craquements de pas qui s'éloignent. Ça lui ramenait quelque chose d'avant l'hôpital, d'avant cette vie. Elle les entendait et sentait sa poitrine se serrer. Pas à cause de sa maladie cardiaque, à cause d'autre chose. De la peur peut-être ou d'un souvenir qui essayait de remonter. La nuit, allongée dans son lit, elle fermait les yeux et voyait des formes dans le noir. Arbres, brouillard, sol froid, le dos d'une femme, tailleur sombre qui s'éloigne. Elle ne voyait jamais son visage, juste son ombre, juste le sentiment qu'elle partait. Parfois, elle se réveillait en tendant la main vers quelqu'un qui n'était pas là, en appelant quelqu'un dont elle ne se souvenait pas du nom. Mais ça ne sonnait pas juste. Ne se sentait pas juste parce que la maman de ses rêves n'était pas Eliane. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle n'arrivait pas à voir clairement. Elle se disait que c'était juste des cauchemars, juste son cerveau qui déraillait. Mais au fond, elle savait que non. Il s'était passé quelque chose avant qu'Eliane ne la trouve. Quelque chose de grave. Et sa mémoire ne voulait pas le lâcher complètement. Un jour en 5e année,
Une fille nommée Amanda apporta de vieilles photos de famille pour les montrer. Des photos d'elle bébé, ses parents qui souriaient. Anniversaire, matin de Noël. C'est moi à 3 ans, dit Amanda en brandissant une photo. Je ne me souviens pas de ce jour-là, mais ma mère dit que c'était ma première fois à la plage. Tout le monde rit, partagea des histoires de photos de bébés et de moments gênants dont il ne se souvenait pas. Et toi, Luna? Tu as des photos de quand tu étais petite? La classe se tut. L'estomac de Luna tomba dans ses talons. Non, dit-elle. Aucune. Les photos ont été perdues quand on a déménagé. Encore un mensonge sur la pile. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire d'autre? Elle n'avait pas de photos de bébé, pas de souvenirs d'enfance qui faisaient sang, pas d'histoire sur ses premiers pas ou ses premiers mots, juste un cardigan rouge, un lit d'hôpital et une vie qui avait commencé quand elle avait presque 7 ans. Tout avant ça a été vide ou pire, plein d'ombres et de sons qui ne se connectaient à rien de réel. Après le cours, Amanda vint la voir. C'est triste pour tes photos. Ça va? Tu te souviens de quelque chose quand tu étais toute petite? Luna hésita. Quelques trucs. Comme quoi? Le froid, les arbres, avoir peur. Des trucs normaux, dit Luna à la place. Amanda sourit et partit, mais la question resta plantée dans la tête de Luna pendant des jours. Qu'est-ce qu'elle se souvenait en vrai? Elle s'assit dans sa chambre cette nuit-là et essaya de remonter plus loin. Avant Eliane, avant l'hôpital, avant la maison fissurée. Elle ferma les yeux et se concentra. Il y avait eu de la chaleur une fois. Quelqu'un qui chantait, des mains douces, une voix qui la faisait se sentir en sécurité. Puis ça avait changé. Silence, froid, un trajet en voiture sans musique, peur assise dans sa poitrine comme une pierre, puis la forêt, puis rien. Le vide entre ces moments était énorme, important. Mais quand elle essayait de voir clair, sa tête commençait à faire mal. Son cœur s'accélérait, ses mains tremblaient. Alors, elle arrêtait d'essayer. Certains souvenirs ne voulaient pas être retrouvés. Ou peut-être qu'ils la protégeaient de quelque chose qu'elle n'était pas prête à savoir. Peu importe. Luna apprit à vivre avec les trous dans son passé. Luna apprit à deviner à quel point les choses allaient mal rien qu'en écoutant. Elle entendait tout. Une fois, l'électricité fut coupée. Luna rentra de l'école et la maison était dans le noir. Plus de ronflements du frigo, plus de lumière. Eliane était déjà là, assise à la table avec une bougie entre elles. La compagnie d'électricité s'est trompée, dit-elle. Ils vont réparer demain. Luna savait que ce n'était pas une erreur, mais elle joua le jeu. C'est même sympa, dit-elle en forçant un sourire. Comme du camping. Ouais, comme du camping. Elles mangèrent des sandwichs froids à la bougie. Eliane fixa l'avis de coupure sur le comptoir. Luna faisait semblant de ne pas le voir. L'électricité revint 3 jours plus tard. Après qu'Eliane eut fait un double poste et payé ce qu'elle avait pu racler. Elle n'en parla jamais. Elle non plus. À l'école, Luna commença à remarquer des choses. Les autres avaient des sacs neufs chaque année, des baskets qui ne tombaient pas en morceaux, des boîtes à lunch avec vraiment de la nourriture dedans, pas juste le moins cher du magasin. Elle parlait de vacances, d'anniversaires dans des endroits chics, de trucs. Que leurs parents leur achetaient juste comme ça. Luna n'était jamais partie en vacances, n'avait jamais eu de fête d'anniversaire. L'an dernier, Eliane lui avait acheté un cupcake à la station-service et y avait planté une bougie. Fait un vœu, petite. Elle avait souhaité assez d'argent pour qu'Eliane n'ait pas à travailler si dur, que son cœur se répare tout seul. Rien ne s'était réalisé. Un jour, une fille, Jessica, lui demanda « Pourquoi tu portes toujours le même jean ?» Luna baissa les yeux. Le jean était trop court maintenant, et effiloché en bas. « Je les aime bien. Ils sont vieux, c'est tout. » Jessica haussa les épaules. Ma mère dit que les gens qui ne prennent pas soin d'eux ont souvent des problèmes à la maison. Le mot piqua plus que Luna s'y attendait. Elle voulut dire qu'elle n'avait pas de problème, mais ça aurait été mentir. Elle voulut dire que ce n'était pas une question de soin. C'était une question de pas avoir d'argent, mais ça ressemblait trop à un aveu. Alors, elle ne dit rien, se contenta de partir. En 6e année, Luna travaillait dès qu'elle pouvait. Chaque billet froissé allait dans le bocal sous son lit. Quand elle avait 20 $ d'économisés, elle les donnait à Eliane. Tu n'es pas obligée, disait-elle à chaque fois. Je sais. Mais elle devait parce que la regarder se détruire était pire qu'être fatiguée. Un samedi, elle garda des enfants 6 heures, gagna 30 $. En rentrant, elle passa devant une vitrine, vit une veste en promo, chaude, sans trou. La veste d'Eliane se tenait avec du scotch. Elle resta plantée là 10 minutes, à faire les comptes dans sa tête. La veste coûtait 15 $. Elle n'avait que 12. Elle repartit. Les médicaments étaient plus importants, le loyer était plus important, tout était plus important qu'une veste. Cette nuit-là, elle compta l'argent du bocal. 32 $. Elle entendit Eliane dans la cuisine au téléphone encore. Je comprends que c'est en retard. Je demande juste une semaine de plus. S'il vous plaît? Pause.
J'ai les médicaments à payer. Ma gamine est malade. Elle a besoin. Pause. Je ne cherche pas d'excuses. J'explique. Pause. D'accord. Je l'aurai lundi. Elle raccrocha. Luna l'entendit s'asseoir. Entendit sa respiration inégale, tremblante. Elle prit son bocal et alla dans la cuisine. Tiens, dit-elle en posant les billets sur la table. Eliane leva les yeux. Ils étaient rouges. Tu as travaillé dur pour ça. Toi aussi? Elles se regardèrent. Elle prit l'argent. Pas parce qu'elle voulait, parce qu'elle n'avait pas le choix. Merci, chuchota-t-elle. Luna retourna dans sa chambre. Elle ne pleura pas. Pleurer ne servait à rien, mais elle resta allongée à penser à tous les bruits que fait la pauvreté. Le téléphone qui sonne, le frigo qui se bat, la voix d'Eliane qui baisse à chaque fois qu'elle demande plus de temps, ses propres pas qui passent devant les choses qu'elle veut mais ne peut pas avoir. La pauvreté ce n'est pas juste ne pas avoir d'argent, c'est le bruit des portes qui se ferment, des occasions qui disparaissent, de l'espoir qui rapetisse. Et peu importe à quel point elles travaillaient toutes les deux, ces bruits ne s'arrêtaient jamais. La première fois que Luna la vit, elle faillit laisser tomber l'assiette qu'elle était en train de sécher. Elle avait 13 ans maintenant, travaillait à mi-temps au dîner de Joe après l'école. Vaisselle, table, tout ce qu'on voulait. La vieille télé du dîner pendait dans le coin. Images floues, sont juste assez forts pour couvrir le bruit des clients. Luna rangeait des assiettes propres quand les infos du soir commencèrent. Ce soir, la milliardaire de la tech Léonore Dron organise son gala annuel pour la santé des enfants. Elle leva les yeux. L'écran montrait une femme en tailleur. Noire sur mesure chère, cheveux impeccables, un peu de gris aux tempes. Elle souriait aux caméras mais ses yeux restaient froids, perçants. La main de Luna s'arrêta. Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Elle connaissait ce visage. Non, ce n'était pas possible. Elle ne l'avait jamais vu, mais son corps la connaissait. Son cœur se mit à battre plus vite. Mauvais rythme, le genre qui annonce des ennuis. La fondation de Dron a donné plus de 50 millions de dollars aux hôpitaux pédiatriques du pays, continua la journaliste. Son travail est un vrai soutien pour les familles qui luttent avec les frais médicaux. Famille. Frais médicaux. La poitrine de Luna se resserra sur l'assiette. La caméra zooma sur son visage. Elle serrait une main, même sourire froid. Sa vision se troubla sur les bords. Elle entendit quelque chose, pas de la télé, de l'intérieur de sa tête. Une voix basse, lointaine. Reste là. Je reviens tout de suite. Ses genoux fléchirent. Sky, appela Joe depuis derrière le comptoir. Ça va? Cette assiette ne va pas se sécher toute seule. Elle cligna des yeux. Le son dans sa tête s'arrêta. Elle se força à détourner le regard de la télé, finit de sécher l'assiette, la rangea, mais ses mains tremblaient. Elle ne pouvait pas arrêter d'y penser. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle revit son visage, entendit cette voix. Ça n'avait aucun sens. Elle n'avait jamais croisé de milliardaire, jamais été près de quelqu'un comme ça. Mais quelque chose était connecté, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle se leva, alla dans la cuisine où Eliane gardait son vieil ordinateur portable. L'écran était fissuré mais il marchait encore. Elle tapa le nom dans la barre de recherche, Léonore Dron. Des pages de résultats, articles sur son travail caritatif, photos d'Andé, soirée chic, discours sur l'aide aux enfants. Luna fit défiler tout ça. Puis elle trouva un vieil article d'il y a 15 ans, une photo de Léonore à côté d'un homme. Il tenait un bébé emmitouflé dans une couverture rouge. Sa poitrine se serra encore. Pas à cause de son cœur, à cause d'autre chose. La couverture rouge. Elle regarda à travers la chambre, son cardigan accroché sur la chaise. Rouge, usé, rapiécé par endroits. Même rouge. Non, c'était dingue. Plein de gens ont des couvertures rouges, mais elle n'arrivait pas à chasser le sentiment. Elle cliqua sur la photo, essaya de lire la légende. La plupart étaient coupés. Léonore Dron avec. Le reste manquait. Elle chercha d'autres photos, d'autres articles sur sa vie privée. Rien. Tout parlait d'affaires. Charité, succès. Aucune mention de famille, d'époux, d'enfants, comme si sa vie personnelle n'existait pas ou comme si elle avait effacé. Le lendemain matin au petit déjeuner, Luna observa Eliane attentivement. Elle était à table avec son café, regardait son téléphone. Même routine. « Je peux te poser une question ?» dit-elle. « Bien sûr. Tu sais qui est Léonore Dron ?» La main d'Eliane se figea une fraction de seconde. Si vite que la plupart des gens n'auraient rien vu, mais Luna voyait tout. « Qui ?» dit-elle, jamais entendu parler. Sa voix était plate, trop plate. Elle était aux infos hier. Elle fait de la charité pour les enfants malades. Eliane but une gorgée de café. Ne la regarda pas. Eh bien tant mieux pour elle. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Eliane leva les yeux. Sa mâchoire était crispée. Tu ne l'as pas vue?
Comment tu sais? Parce qu'on ne connaît pas des gens comme ça, Luna. On n'est pas dans ce monde-là. Il y avait une pointe dans sa voix, quelque chose de tranchant. Je pensais juste. Arrête, coupa TL rapidement. Elle se leva, attrapa sa veste de travail. Faut que j'y aille. Tu as besoin de quelque chose avant que je. Elle sortit sans dire au revoir. Luna resta là à fixer sa tasse de café vide. Elle mentait. Elle ne savait pas comment elle le savait, mais elle le savait. Eliane connaissait ce nom et ça lui faisait peur. Cette nuit-là, elle chercha encore, des heures sur l'ordinateur portable à lire tout ce qu'elle trouvait sur Léonore Dron. Plus elle lisait, plus quelque chose sonnait faux. Toutes ces histoires sur elle qui aide les enfants, qui donne aux hôpitaux, qui sauve les familles de la dette médicale. Mais il y avait quelque chose de froid là-dedans, de trop parfait, comme si elle essayait de prouver quelque chose ou de cacher quelque chose. Elle trouva une vidéo d'elle faisant un discours à un de ces galas. Chaque enfant mérite une chance, disait-elle dans le micro, flash des appareils, gens qui applaudissent. Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre la santé de son enfant et sa survie financière. Beau mot, mais ses yeux restaient vides. Luna regarda la vidéo 3 fois. À la 3e, elle était sûre, cette femme était liée à elle d'une façon ou d'une autre. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas pourquoi. Mais chaque cellule de son corps hurlait que Léonore Dron faisait partie de la vie qu'elle ne se souvenait pas. La vie avant Eliane. La vie qu'elle avait laissée dans le froid. 3 jours plus tard, la télé était allumée à la maison. Même chaîne, même sujet sur la charité de Léonore. Eliane sortit de la cuisine avec 2 tasses de thé. Elle vit l'écran et se figea. Tout son corps se raidit. Elle bougea vite, attrapa la télécommande, changea de chaîne. « Je regardais ça, dit Luna. Tu n'as pas besoin de regarder ça. » Pourquoi? Juste des riches qui se montrent, c'est tout. Luna se leva. Tu le fais encore. Je fais quoi? Tu deviens bizarre dès que son nom apparaît. Eliane posa les tasses violemment. Le thé éclaboussa la table. Je ne deviens pas bizarre, je ne la connais pas Luna. Alors pourquoi tu te crispes dès que je la mentionne? Je ne me crispe pas. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne voulait. Plus durs. Le visage d'Eliane changea. Colère mêlée à autre chose. Peur peut-être? Fais attention à ton ton. Dis-moi la vérité. Alors il n'y a rien à dire, dit-elle. À chaque fois qu'un sujet parle d'argent ou de riches, tu te fermes. Tu refuses de parler de mon passé. Tu refuses de me dire quoi que ce soit d'avant l'hôpital. Qu'est-ce que tu caches? Certaines choses sont mieux laissées tranquilles, dit-elle. Ma vie n'est pas une chose, répondit Luna. Elle criait maintenant, ne pouvait plus s'arrêter. Je mérite de savoir d'où je viens, qui j'étais, pourquoi je ne me souviens de rien avant mes 7 ans. La mâchoire d'Eliane se crispa. Tu veux la vérité? La vérité, c'est que tu as failli mourir. Je t'ai trouvé et je t'ai sauvé. C'est tout ce qui compte. Ce n'est pas tout ce qui compte. Et ma vraie famille, mon vrai nom? Et si quelqu'un me cherchait? Personne ne te cherche. Les mots sortirent trop vite. Trop sûr. Luna recula d'un pas. Comment tu sais ça? Eliane comprit son erreur. Son visage blêmit. Comment tu sais que personne ne me cherche, sauf si tu sais quelque chose que tu ne me dis pas? Elle utilisa son prénom. Pas maman. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai sauvé la vie. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Elle se détourna, passa les mains dans ses cheveux. Tu ne comprendrais pas. Essaie toujours. Non. Pourquoi? Parce que tu vas me haïr. Sa voix se brisa. Elle se retourna, les yeux rouges. Tu vas me haïr et tu vas partir et je ne peux pas. Elle s'arrêta, respira fort. Je ne peux pas te perdre. La colère de Luna faiblit. Elle ne l'avait jamais vue comme ça, en train de se briser, désespérée. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-elle encore plus doucement. Eliane secoua la tête. Je ne peux pas te le dire. Pas encore. Peut-être jamais. Ce n'est pas juste, dit-elle. La vie n'est pas juste, Luna. Tu le sais mieux que personne. Le mot piqua. Elle attrapa sa veste. Tu vas où? Door. J'ai besoin d'air. Elle sortit en claquant la porte, resta sur le porche. Respiration rapide, cœur qui battait trop vite, le mauvais genre. À l'intérieur, elle entendit un bruit de quelque chose qui se casse. Eliane qui frappait la table peut-être ou qui jetait un truc. Puis silence. Elle s'assit sur les marches. Pour la première fois depuis des années, elle se demanda si Eliane était vraiment sa mère ou si c'était juste un mensonge de plus dans une vie faite de mensonges. Les années d'adolescence de Luna n'arrivèrent pas avec des transformations miraculeuses ou des miracles. Elles arrivèrent avec de l'épuisement. À 14 ans, elle travaillait 20 heures par semaine en plus de l'école. Babysitting, aide aux devoirs, vaisselle au dîner dès que Joe avait besoin. Les devoirs se faisaient dans le bus ou tard la nuit pendant qu'Eliane ronflait sur le canapé, encore en botte de travail.
Elle grandit plus vite que son corps n'était prêt. Sa maladie cardiaque ne disparut pas comme par magie non plus. Certains jours allaient. D'autres l'envoyaient aux urgences. Poitrine serrée, respiration qui déraille. Eliane faisait les 100 pas dans la salle d'attente comme une femme traquée. Luna détestait les hôpitaux. Trop lumineux, trop blanc, trop cher, mais elle y allait quand il fallait. Prenait ses pilules tous les matins, essayait de ne pas penser à combien chacune coûtait. La dispute avec Eliane laissa une fissure entre elles qui ne se referma jamais complètement. Elles vivaient toujours ensemble, mangeaient encore face à face, faisaient semblant que tout allait bien, mais quelque chose avait changé. Elle ne l'appelait plus maman. Juste Eliane. Elle le remarqua, ne dit rien, mais elle vit que ça la blessait. Tant mieux, pensa-t-elle parfois. Puis elle se sentit coupable d'avoir pensé ça. L'école devint son refuge, pas la partie sociale. Elle ne s'intégrait toujours pas, mangeait toujours seule, portait toujours des vêtements qui ne matchaient pas vraiment parce qu'elle achetait le moins cher en fripe. Mais les cours, ça elle pouvait. Sa mémoire rendait tout facile. Lire une fois, se souvenir pour toujours. Les profs commencèrent à le remarquer, la poussèrent vers les classes avancées, parlèrent université comme si c'était possible. Luna ne se permit pas d'espérer. L'université coûtait de l'argent qu'elle n'aurait jamais. Mais elle étudiait quand même tard le soir à la bibliothèque. Elle apprit seule ce que l'école n'enseignait pas. Code de base, éducation financière, comment fonctionnent les systèmes, comment circule l'argent. Elle ne savait pas encore pourquoi ça comptait. Juste que le savoir était la seule chose que la pauvreté ne pouvait pas lui prendre. Un soir, elle resta tard pour un exposé. L'écran de veille de l'ordinateur de l'école clignota sur le logo Dratic. Son estomac tomba. Le système Internet de l'école tournait sur la technologie Dratic offerte par la fondation de Léonore Dron 3 ans plus tôt. Elle fixa le logo jusqu'à ce que la bibliothécaire lui dise que c'était l'heure de fermer. En rentrant, elle ne pouvait penser à rien d'autre. Le nom de Léonore était partout dès qu'on commençait à regarder. Technologie, charité, hôpitaux, école, comme si elle voulait toucher chaque partie de la société ou la contrôler. Elle voulut redemander à Eliane, exiger des réponses, mais la dernière dispute avait assez fait mal. Alors, elle se tut et le silence devint plus lourd chaque année. À 16 ans, elle eut son premier vrai salaire. Saisie de données à distance, horaire flexible, 10 $ de l'heure. Pas énorme, mais c'était à elle. Elle commença à épargner autrement. Plus de billets dans un bocal, un vrai compte en banque, des projets. Elle ne savait pas encore quel projet, juste qu'elle avait besoin d'options parce que vivre comme ça, à peine survivre, à un accident de santé de tout perdre, ce n'était plus tenable. Il fallait que quelque chose change. Eliane remarqua qu'elle s'éloignait, travaillait plus, parlait moins. « Ça va petite ? » ?»« Ça va. » Même conversation, jour différent. Elle voulait arranger les choses, elle le voyait, mais elle ne savait pas comment. Elle non plus. La vérité était là entre elles comme un mur qui grandissait chaque année. Une nuit, elle rentra tard du travail, trouva Eliane à la table de la cuisine, bourrée. Elle ne buvait jamais, ne pouvait pas se le permettre, mais elle était là, bouteille devant elle, tête dans les mains. Elle leva les yeux, rouge, visage ravagé. « Je suis désolée, bredouilla-t-elle. »« De quoi ? » ?»« De tout. Tu aurais eu droit à mieux. » Luna resta dans l'encadrement de la porte, ne savait pas quoi faire. « J'aurais dû te le dire, continua-t-elle. J'aurais dû être honnête dès le début. » Son cœur bondit. « Me dire quoi ? » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas te faire ça. Tu es la seule bonne chose que j'ai faite dans ma vie. La seule et c'est bâti sur. » Elle s'arrêta, avala quelque chose de cassé. « Bâti sur quoi ?» Elle ne répondit pas, posa juste sa tête sur la table. Luna attendit, espérant qu'elle continue, qu'elle dise enfin tout. Mais elle s'endormit à la place. Elle resta là longtemps à la regarder. Puis elle alla dans sa chambre, sortit son ordinateur, chercha encore Léonore Dron. Cette fois, elle creusa plus profond après les gros titres caritatifs, après les histoires de succès. Elle trouva des petits articles, des histoires. Enterrée, des mentions d'une fille décédée il y a des années. Pas de détails, juste une note en bas de biographie. Aucun membre de la famille proche survivant. Luna tremblait en lisant, une fille morte. L'âge correspondait, la chronologie collait, mais c'était impossible. Elle était vivante. À moins qu'on l'ait déclarée morte alors qu'elle ne l'était pas. À moins qu'on l'ait effacée. La pièce devint trop petite, trop chaude. Son cœur fit son truc irrégulier, le dangereux. Elle ferma l'ordinateur, s'allongea, essaya de respirer, mais le sommeil ne vint pas. Juste des questions et la certitude grandissante que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie était un mensonge. L'habitude devint obsession. À 17 ans, Luna passait chaque minute libre à étudier Dratic Global. Pas parce qu'elle avait une preuve, pas parce qu'elle savait avec certitude, mais parce que cette entreprise ressemblait à une ombre qui suivait sa vie. Quelque chose était relié, quelque chose clochait.
Elle commença par les trucs publics, rapports annuels, communiqués de presse, annonces caritatives. Tout semblait propre à la surface. Parfait même. Mais Luna avait appris que parfait voulait souvent dire caché. Elle creusa plus profond. Déclarations financières qui ne collaient pas tout à fait. Événements caritatifs qui coûtaient plus cher à organiser qu'ils ne rapportaient. Documents fiscaux avec des trous bizarres. Rien d'illégal exactement, juste décalé, comme si quelqu'un était très doué pour faire paraître les choses meilleures qu'elles n'étaient. Plus elle lisait sur Léonore, moins elle l'aimait. Chaque interview était la même. Elle parlait d'aider les gens, mais on aurait dit qu'elle s'en fichait. Ses yeux restaient froids sur chaque photo. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Une nuit, elle trouva un vieil article d'il y a 12 ans qu'Andratik était plus petite avant que Léonore devienne célèbre. L'article mentionnait une tragédie personnelle qui avait motivé son travail caritatif. Après la perte de sa fille, Dron a consacré sa vie à faire en sorte qu'aucun enfant ne souffre comme elle. Luna le lut 3 fois. Sa fille, celle censée être morte. Elle cliqua, trouva d'autres mentions toujours vagues, jamais détaillées. Juste la fille décédée de Dron ou la perte tragique qui a tout changé. Pas de nom, pas de photo, pas d'infos réelles. Comme si on l'avait effacé des archives publiques. Elle ouvrit une nouvelle recherche, tapa soigneusement. Certificat de décès de la fille de Léonore Dron. Registre public. Les actes de décès sont publics dans la plupart des États. Elle chercha des heures, différentes bases, différentes années. Rien. Pas d'acte de décès, pas d'avis de décès, pas d'annonce funéraire. Soit il était scellé, soit il n'existait pas. À 3 heures du matin, elle trouva enfin quelque chose. Un article d'archives d'un petit journal local il y a 15 ans. À peine un paragraphe. Fille de la milliardaire disparue après un incident en montagne. Recherches abandonnées après 3 jours. Présumé, pas confirmé. Les mains de Luna tremblaient en lisant le reste. En raison des conditions météo sévères et de la difficulté du terrain, les efforts de récupération ont été suspendus. Dron a publié un communiqué demandant le respect de sa vie privée pendant cette période difficile. Pas de corps retrouvé, pas de confirmation, juste présumée morte et puis plus rien. L'histoire disparut après ça. Pas d'article de suivi, pas de rapport d'enquête, rien. Comme si quelqu'un l'avait enterrée, fait disparaître. Son cœur battait mal. Elle remonta une photo de Léonore de cette époque, trouva une d'un service commémoratif. Elle avait l'air triste, convenable, comme une mère en deuil doit avoir l'air. Mais quelque chose dans ses yeux la gênait. Même visage, même cardigan. Léonore Dron était sa mère et elle l'avait laissée dans ces montagnes pour mourir. Puis déclarée morte alors qu'elle avait survécu. Elle rentra dans un état second. Eliane était au travail. La maison vide. Luna scotcha l'article imprimé au mur de sa chambre, le fixa. Tout faisait sens maintenant. Pourquoi Eliane paniquait dès qu'elle parlait de Léonore? Pourquoi elle avait cette enveloppe d'argent? Pourquoi elle avait menti sur tout? On l'avait payée pour qu'elle meure mais elle l'avait sauvée à la place. Lui avait donné un nouveau nom, une nouvelle vie. L'avait protégée d'une femme qui voulait la voir disparaître. Luna s'assit sur son lit, serra son cardigan rouge contre elle. Le même que sur la photo, celui qu'elle portait quand Léonore l'avait abandonnée. Elle l'avait gardé toutes ces années sans savoir pourquoi. Maintenant, elle savait. C'était une preuve. Preuve qu'elle était Luna Dron. La fille censée être morte mais qui ne l'était pas. Et quelque part là dehors, Léonore vivait sa vie parfaite, recevait des louanges pour son travail caritatif, pour aider les enfants malades pendant que sa propre fille, celle qu'elle avait abandonnée, survivait à peine avec des miettes. La colère qui monta dans sa poitrine était brûlante, tranchante. Elle lui devait plus que de l'argent, plus que des excuses. Elle lui devait la vérité et elle allait la forcer à la regarder en face. La vérité ne vint pas d'Eliane, elle vint d'un boulot. À 19 ans, Luna travaillait en freelance comme chercheuse de données. Des entreprises l'engageaient pour fouiller les registres publics, analyser des tendances, vérifier des antécédents. C'était parfait pour elle. Télétravail, horaire libre, utilisait sa mémoire parfaite et payait mieux que le dîner. La plupart des missions étaient ennuyeuses. Tendances de marché, titres de propriété, analyse concurrentielle. Puis un jour un mail d'une cliente anonyme. Besoin de quelqu'un pour repérer des incohérences. Dans les déclarations financières de Dratic Global. Paiement triple de votre tarif habituel. Luna fixa l'écran. Dratic. Ce nom encore. Elle aurait dû dire non, aurait dû laisser tomber, mais elle avait besoin d'argent et elle avait besoin de savoir. Elle accepta. La cliente envoya des fichiers cryptés, des centaines de documents, états financiers, demandes d'assurance, dossiers juridiques. Luna les tria méthodiquement, cherchant les trous, les erreurs, ce qui ne collait pas. La plupart étaient du corporate classique. Rien d'anormal. Puis elle ouvrit un dossier intitulé Réclamation d'assurance, dossier clos. Dedans, versement d'assurance d'il y a 15 ans.
Le nom du fichier lui coupa le souffle, décès d'une mineure impliquée dans un incident en montagne. Ses mains tremblaient quand elle cliqua. La demande était de 2 millions de dollars. Assurance vie sur un enfant. Âge du défunt, 5 ans. Cause, exposition et hypothermie. Lieu, chaîne des Cascades. Date du dépôt, 3 jours après que Luna se souvenait d'être à l'hôpital avec Eliane. Elle descendit plus bas. Il y avait encore plus. Un acte de décès signé par une médecin qu'elle n'avait jamais entendu nommer. Cause du décès, complications liées à l'exposition. Heure du décès estimée dans les 24 heures suivant la disparition. Mais c'était impossible. Luna était vivante 24 heures après avoir été abandonnée. Elle était à l'hôpital en traitement. Elle respirait. Cet acte de décès avait été déposé alors qu'elle était encore en vie. Elle continua de lire, main tremblante. La compagnie d'assurance avait payé intégralement. Pas d'enquête, pas de questions. Dossier clos. Sur le papier, Luna Dron était morte il y a 15 ans. Sur le papier, sa mère avait touché 2 millions. Sur le papier, elle n'avait jamais existé après ses 5 ans. Luna repoussa l'ordinateur. Elle ne respirait plus bien. Pas à cause de son cœur cette fois, à cause. Elle ne l'avait pas seulement abandonné. Elle l'avait tué légalement, officiellement. Avait rempli les papiers, encaissé l'argent, passé à autre chose. Pendant qu'elle grandissait pauvre, malade, se battant pour chaque chose. Pendant qu'Eliane se tuait au travail pour la garder en vie. Pendant qu'elle portait des vêtements d'occasion, sautait des repas, se demandait pourquoi elle n'avait jamais assez. Léonore avait pris 2 millions et bâti un empire sur le mensonge de sa mort. Elle attrapa son téléphone, fit défiler toutes les photos qu'elle avait de Léonore. Fixa son visage, ce sourire froid, ses yeux vides. Cette femme était sa mère. Elle l'avait effacée. Elle ne parla pas tout de suite à Eliane, pas encore prête à l'affronter, trop en colère, trop blessée. À la place, elle continua de creuser, traça où étaient passés les 2 millions. Les trouva investis dans les premiers projets de Dratic, avaient aidé à lancer l'entreprise qui lui avait fait des milliards. Sa mort avait financé son succès. L'idée lui donna la nausée. Elle trouva d'autres fichiers, apprit comment elle avait scellé les dossiers, payé les bonnes personnes, s'était assurée que personne ne pose de questions. Un document montrait un paiement à une détective privée 2 semaines après sa disparition. Le rapport était bref, aucune preuve de récupération de l'enfant. Recherche suspendue. Recommande clôture du dossier. Mais il y avait une note manuscrite en marge, possible témoin payé et relocalisé. Donc Léonore savait. Savait que quelqu'un avait interféré, savait que quelqu'un avait pris Luna, mais elle n'avait pas cherché plus loin, n'avait pas enquêté parce qu'elle voulait qu'elle soit partie, morte ou disparue, peu importe tant qu'elle n'était plus son problème. Cette nuit-là, Eliane rentra tard. Luna était assise à la table de cuisine, l'acte de décès imprimé devant elle. Elle le vit tout de suite, se figea dans l'encadrement de la porte. « Luna? Tu savais? » Qu'elle avait touché l'assurance. Tu savais tout. Le visage d'Eliane s'effondra. J'essayais de te protéger? En mentant pendant 14 ans. En te gardant en vie. Sa voix se brisa. Si Léonore savait que tu avais survécu, elle aurait. Elle s'arrêta. Elle aurait quoi? Eliane s'assit lourdement, mit sa tête dans ses mains. Elle aurait fini le boulot. Les mots restèrent suspendus. C'est pour ça que tu m'as prise, dit Luna. C'est pour ça que tu m'as changé de nom. C'est pour ça qu'on se cachait. Je ne me cachais pas. Je te protégeais d'une femme qui m'avait payé pour te laisser mourir. Luna regarda encore l'acte de décès. Son nom, sa fausse date de mort. Je ne peux pas rester ici, dit-elle doucement. Eliane leva les yeux, panique dedans. Quoi? Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Luna, s'il te plaît. Mon nom n'est même pas Luna Rowan. C'est Luna Dron et elle est là dehors à vivre sa vie parfaite pendant qu'on crève la dalle. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle se leva, plia l'acte de décès. Je vais la faire me voir, la faire affronter ce qu'elle a fait. C'est dangereux. Je m'en fous. Elle est puissante, Luna. Elle a l'argent, les avocates, les relations. Et moi j'ai la vérité. Elle alla dans sa chambre, commença à faire son sac. Eliane la suivit, désespérée maintenant. Tu vas où? En ville, je me débrouillerai. Tu ne peux pas te permettre? Elle prit son ordinateur, ses recherches, son cardigan rouge, tout ce dont elle avait besoin. Eliane resta dans l'encadrement de la porte, plus vieille qu'elle ne l'avait jamais vue. Je suis désolée, chuchota-t-elle pour tout. Tu m'as sauvé la vie, c'est plus que ce qu'elle a jamais fait. Puis elle partit, sortit dans la nuit avec juste un sac à dos et une mission, trouver Léonore Dron et détruire le mensonge qu'elle avait bâti sur sa tombe. La ville ne l'accueillit pas, elle l'avala tout entière. Luna trouva une chambre dans un immeuble qui aurait dû être condamné. Taille d'un placard,
Fenêtres peintes fermées, murs qui sentaient la cigarette et la moisissure. La proprio prenait du liquide et ne posait pas de questions. Premier et dernier mois, pas de remboursement. Elle paya avec l'argent économisé en freelance. Vit ses économies fondre de moitié en une seule transaction. La chambre avait un lit, une chaise, une plaque chauffante qui marchait à peine. Elle se dit que c'était temporaire, juste le temps de comprendre. Ça faisait 4 mois maintenant. Elle s'inscrivit à des cours en ligne, commerce, finance, droit, tout ce qu'il lui faudrait pour comprendre le monde de Léonore et le combattre à armes égales. Elle travaillait dès qu'elle trouvait, saisie de données, recherche, tout à distance. Mais vivre en ville coûtait cher. Le loyer bouffait presque tout. La nourriture venait en second. Le reste n'existait pas. Ses médicaments faisaient toujours $300 par mois. Pas d'assurance, pas d'aide. Elle commença à sauter des doses quand l'argent manquait. Une pilule tous les 2 jours au lieu de tous les jours. Sa poitrine faisait plus souvent mal. Son cœur faisait plus souvent son mauvais rythme, mais elle tenait. Le sommeil devint optionnel. 4 heures si elle avait de la chance. Étudier, travailler, chercher Léonore, répéter. Les passages à l'hôpital empirèrent. En 3 mois, elle se réveilla par terre chez elle. Ne se souvenait pas d'être tombée. Une fois, une voisine entendit, appela une ambulance. Elle se réveilla aux urgences seule. Lumière fluorescente bourdonnante au-dessus. « Vous êtes gravement anémiée ?» dit la médecin. « Quand avez-vous mangé correctement pour la dernière fois ?» Elle ne se souvenait plus. « Vous devez prendre vos médicaments tous les jours, pas quand vous en avez envie. »« Je sais. Vous avez quelqu'un qu'on peut appeler ?» Elle pensa à Eliane, pensa à l'appeler. Mais elle était partie, avait choisi, ne pouvait plus revenir maintenant. « Non, dit-elle. Personne. » La facture fut de $3000. Elle mit en place un plan de paiement qu'elle savait ne jamais finir. Elle manquait à Eliane plus qu'elle voulait l'admettre. Pas parce qu'elle lui pardonnait d'avoir menti, mais parce que survivre seule était plus dur qu'elle l'avait cru. Au moins avec Eliane, elles galéraient ensemble, partageaient le poids. Ici, elle portait tout seule. Certaines nuits, elle sortait son téléphone, faisait défiler jusqu'à son numéro, doigt au-dessus du bouton appeler. Mais elle n'appuyait jamais. Qu'est-ce qu'elle dirait? De toute façon, la ville n'était pas inspirante comme on le dit. Elle était bruyante, chère, solitaire. Personne ne faisait attention à personne. On pouvait mourir dans la rue et les gens passaient par-dessus pour attraper leur métro. Luna la prit vite. Un matin, elle vit une femme évanouie sur le trottoir. Les gens passaient comme si elle était invisible. Elle s'arrêta, vérifia qu'elle respirait. Elle respirait. Juste épuisée, SDF probablement. Elle laissa le sandwich qu'elle avait acheté pour son déjeuner à côté d'elle. Continua, resta le ventre vide ce jour-là. Au moins quelqu'un avait mangé. Trouver du travail dans le monde de Léonore fut impossible au début. Elle postula à tous les postes d'entrée chez Dratic et ses filiales. Tous rejetés. Nous cherchons quelqu'un avec plus d'expérience. Vos qualifications ne correspondent pas à nos besoins. Nous avons choisi une autre candidate. Elle savait ce que ça voulait vraiment dire. Elle n'avait pas de relation, pas de diplôme prestigieux, pas de référence qui comptait. Elle était personne, de nulle part qui essayait de forcer une porte qui ne voulait pas d'elle. Mais elle continua. Réécrivit son CV 50 fois, suivit des cours gratuits en ligne pour ajouter des certifications, postula à tout ce qui pouvait lui donner accès. Des mois passèrent, rien ne changea. Ses économies fondirent, sa santé empira. Sa chambre devint plus froide avec l'hiver. Elle commença à se demander si tout ça n'était pas une erreur, si elle ne devrait pas juste abandonner, rentrer dans la montagne, s'excuser auprès d'Eliane, vivre petite et oublier Léonore. Puis un mail arriva. Entretien programmé, analyste risque junior, filiale Dratic. Son cœur fit un saut, mais cette fois d'excitation, pas de peur. Le poste payait à peine plus que le minimum. Contractuel, pas d'avantage, mais c'était à l'intérieur des murs. Elle passa la nuit à préparer, porta son seul blazer acheté d'occasion 3 ans plus tôt. Pas parfait mais assez pro. S'entraîna aux réponses dans le miroir, lutta contre le tremblement de ses mains. L'entretien se passa dans un immeuble de bureau banal, lumière fluorescente, box gris. Une manager posa les questions classiques. Pourquoi ce poste? Je m'intéresse à l'analyse financière et à la gestion des risques. Pas un mensonge, juste pas toute la vérité. Votre expérience avec les données? Elle parla de son travail freelance, de ses compétences de recherche, de sa capacité à repérer les patterns. L'expression de la manager changea. Intéressé maintenant. Vous semblez surqualifié pour ce poste. Je cherche juste une chance de faire mes preuves. On lui demanda d'expliquer un concept financier. Elle le fit, mot pour mot de mémoire comme si elle lisait un manuel. Law Manager Cligna. Atonement affecté. Une semaine plus tard, le mail, félicitations, poste accepté.
Luna fixa l'écran. Elle était dedans, pas encore près de Léonore, pas même dans le même bâtiment, mais dans le système, dans les murs. C'était un début. Le premier jour fut écrasant. Box gris à l'infini, lumière fluorescente froide. Femme en tenue business élégante qui bougeait vite, parlait vite, vivait vite. Personne ne l'accueillit, personne ne s'en soucia. Parfait parce qu'elle n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour apprendre. À midi, elle mangea seule, écouta les conversations autour. Ragots de bureau, politique interne, qui montait, qui se faisait virer. Elle absorbait tout. Le soir, elle restait tard, lisait les vieux rapports, reconstituait comment l'argent circulait dans l'entreprise. Lentement, douloureusement, elle construisait une carte. Chaque département, chaque processus, chaque faille. Et chaque fois qu'elle trouvait quelque chose de faux, caché, décalé, un feu brûlait derrière ses côtes. Elle n'était plus impuissante. Elle était dedans et elle se rapprochait. La première fois qu'elle la vit, ce fut plus dur qu'elle l'avait imaginé. 3 semaines dans le poste, Luna descendait un couloir avec des dossiers pour sa supérieure. Mardi matin banal, puis l'atmosphère changea. Les gens se redressèrent, les conversations s'arrêtèrent net. Tout le monde se rangea sur les côtés du couloir. Léonore Dron passa avec 2 cadres. Son tailleur coûtait probablement plus qu'elle gagnait en 6 mois. Ses chaussures brillaient. Cheveux parfaits, gris distingués aux tempes. Sa voix calme, contrôlée parlait de projections trimestrielles comme si elle parlait de la pluie. Les poumons de Luna cessèrent de fonctionner. Cette voix. Sa vision vacilla. Le couloir disparut une seconde. Forêt, froid, brouillard. Reste là. Je reviens tout de suite. Les dossiers glissèrent de ses mains. Les papiers tombèrent partout par terre. Léonore ne la regarda même pas. Pas une fois. Ses yeux balayaient le couloir sans voir personne, comme si les gens étaient des meubles. Elle passa. Ses cadres suivirent, disparus en quelques secondes. Luna resta figée, cœur qui cognait, rythme dangereux, irrégulier. Une collègue se baissa pour l'aider à ramasser les papiers. « Ça va ? Tu es toute pâle. »« Ça va. » Elle ne mentait pas vraiment. Elle ramassa les papiers, main tremblante, se précipita aux toilettes, s'enferma dans une cabine, s'appuya au mur. Sa poitrine faisait mal, pas la douleur habituelle. Celle qui veut dire problème. « Tu es ok ?» chuchota-t-elle. « Tu n'es plus cette petite fille. » Mais le trauma se fout du temps. Il se fout de la logique. Il se souvient, c'est tout. Elle compta ses respirations, les força à ralentir, attendit que son cœur retrouve son rythme. 10 minutes avant de pouvoir bouger. Quand elle sortit, ses mains tremblaient encore, mais sa résolution était plus aiguisée que jamais. Elle n'était plus juste dans le bâtiment. Elle l'avait vu, respirer le même air, était à 3 mètres d'elle. Elle n'avait aucune idée de qui elle était. Pour elle, elle était invisible, une employée de bas étage. Personne n'a remarqué. Ça aurait dû faciliter les choses. Ça eut l'effet inverse. Ça la rendit encore plus en colère. Elle commença à l'observer plus attentivement, à prendre son emploi du temps. Quand elle venait dans ce bâtiment, quelle réunion elle faisait, où elle déjeunait. Elle restait invisible, tête baissée, faisait son travail mais écoutait. Les ragots de bureau révélaient ce que les rapports officiels cachaient. Dron est stressé en ce moment. Le conseil pousse sur les nouvelles acquisitions. Elle a viré 3 chefs de département la semaine dernière sans avertissement. Son assistante a démissionné, la 4e cette année. Léonore était exigeante, froide. Les gens la craignaient plus qu'elle ne la respectait. Luna absorbait chaque détail. Elle commença aussi à accéder à des fichiers qu'elle n'était pas censée voir. Restait tard quand le bureau se vidait, utilisait les identifiants mémorisés de collègues qui laissaient leur ordinateur ouvert, trouva des communications internes, rapports financiers non destinés à son niveau, documents stratégiques marqués confidentiels. Morceau par morceau, elle construisait l'image des opérations de Dratic. Et morceau par morceau, elle trouvait les fissures. Paiements qui ne collaient pas, sociétés écrans qui ne menaient nulle part, stratégie fiscale qui frôlait la légalité. Rien de flagrant. Léonore était trop maligne pour ça, mais assez pour rendre curieux, assez pour commencer à poser des questions. Un soir, elle partit tard, presque minuit, bâtiment presque vide. Elle entra dans l'ascenseur. Les portes commençaient à se fermer. Une main les arrêta. Leonore entra. Le cœur de Luna s'arrêta. Elle ne la regarda pas, appuya sur son bouton, se mit de l'autre côté. L'ascenseur bougea. Silence sauf le ronflement mécanique. Elle garda les yeux baissés, essaya de respirer normalement, essaya de ne pas s'évanouir. 10 adages. C'était tout ce qu'elle avait à tenir. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'elle l'entendait. Elle sortit son téléphone, tapa quelque chose, toujours pas un regard. Au 8e étage, elle risqua un coup d'œil, vit son profil. Plus vieille maintenant, plus de rides mais même expression froide, la femme qui l'avait laissé mourir.
Ses mains se crispèrent en poings, ongles enfoncés dans les paumes. Elle voulait dire quelque chose. N'importe quoi. Je suis ta fille. Je suis vivante. Two as echo. Mais elle resta muette. Au 6e étage, elle soupira, agacée par quelque chose sur son téléphone comme si le poids du monde était sur elle. Comme si elle était la victime. La poitrine de Luna se serra. Elle posa une main dessus, essaya de garder le cœur stable. Au 4e étage, Léonore la regarda une fraction de seconde. Regard bref, méprisant. Ses yeux passèrent sur elle comme si elle n'était rien. Puis retour au téléphone. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois. Ce qu'elle dirait, comment elle la confronterait. Mais coincée dans cette petite boîte avec elle, elle comprit quelque chose. Elle avait tout le pouvoir, tout l'argent, tout le contrôle. Et elle n'avait que la colère et une vérité que personne ne croirait. Au 2e étage, l'ascenseur sonna. Gwiazdy Chaussee. Léonore sortit la première, ne se retourna pas, disparut par les portes du hall dans une voiture qui attendait. Luna sortit après, jambes tremblantes. Elle tint jusqu'au coin de la rue puis s'effondra contre un mur. Tout son corps tremblait. Coeuren brille, vision flowe. Elle glissa jusqu'au trottoir froid. Les gens passaient. Personne ne s'arrêta. Elle sortit son téléphone, fixa le numéro d'Eliane, doigt au-dessus du bouton appeler. Elle avait besoin de quelqu'un, n'importe qui. Mais elle ne pressa pas. Elle rangea le téléphone, se releva, essuya son visage. Elle était venue trop loin pour craquer maintenant. Trop loin pour avoir besoin d'être sauvée. Elle allait finir ça, même si ça la tuait. 6 mois de refus et de porte close plus tard, l'opportunité arriva enfin. Pas par candidature au réseau, par désespoir. Dratic avait besoin de quelqu'une pour une nouvelle initiative transparence, un coup de com' pour redorer l'image après un petit scandale sur des paradis fiscaux. Elle voulait une analyste junior capable de revoir les processus internes et faire des recommandations. Bas niveau, à peine mieux que ce qu'elle faisait déjà, mais ça voulait dire accès à des systèmes plus élevés, meilleurs fichiers, vraies informations. Elle postula immédiatement. L'entretien fut différent. 3 personnes au lieu d'une, question plus pointue, plus de pression. Pourquoi ce poste? Je crois que la transparence est essentielle aux pratiques commerciales durables. Parole de corporate. Elles adorèrent. Vous gérez les informations sensibles. Je comprends l'importance de la confidentialité et de la discrétion. Vous relèverez directement du top management. Vous gérez la pression. Elle pensa à grandir pauvre. 3 boulots à 16 ans, regarder Eliane se détruire. Frôler la mort plusieurs fois à cause d'un cœur qui ne marchait pas. La pression ne m'effraie pas. Elles échangèrent des regards. Impressionnée ou sceptique, elle ne savait pas. 2 semaines plus tard, félicitations. Présentez-vous au bâtiment principal Dratic lundi. Le bâtiment principal, celui où travaillait Léonore. Son cœur fit un saut, mais cette fois d'excitation, pas de peur. Elle montait. Le nouveau bureau était différent. Toujours corporate, toujours froid mais plus propre. Chaises plus confortables, meilleurs ordinateurs. Les gens s'habillaient plus chic, parlaient plus vite, bougeaient avec but. Luna garda la tête basse, fit son travail, resta invisible mais écouta tout. Les conversations à midi révélaient les rapports de force. Qui rendait compte à qui avait de l'influence, qui était vulnérable. Elle apprit les rythmes du bâtiment, quand les cadres arrivaient, partaient, où elles allaient, apprendre, où les caméras avaient des angles morts. Tout alla dans son dossier mental, stocké parfaitement dans sa mémoire d'acier. La nuit, elle restait tard, lisait rapports, suivait pistes d'argent, construisait sa carte des opérations Dratic. Trouva plus d'irrégularités, plus de choses qui ne collaient pas. Sociétés écrans, comptes offshore, frais de conseil qui n'allaient nulle part, stratégie fiscale pas illégale mais pas éthique. Léonore avait bâti son empire avec soin. Chaque mouvement douteux enterré sous des couches de business légitime. Mais Luna avait le temps, la patience et une mémoire qui n'oubliait rien. Elle commença à tout documenter, capture d'écran sur son téléphone perso, notes et fichiers cryptés chez elle, construisant un dossier lentement, soigneusement. 3 mois plus tard, on l'appela pour une réunion. Sa supérieure avait l'air stressée. On a besoin de quelqu'une pour préparer une présentation pour la retraite des cadres le mois prochain. Processus interne, recommandations d'efficacité, ce genre de choses. Je peux le faire. C'est au profil. Léonore sera là. Autre cadre. Vous êtes sûr de pouvoir gérer? Son estomac tomba mais sa voix resta stable. Oui, parfait. Vous avez 3 semaines. Après la réunion, Luna resta à son bureau, main tremblante sous la table où personne ne voyait. Une retraite de direction avec Léonore, c'était ça l'opportunité qu'elle attendait. Elle remonta les détails de la retraite, lut l'ordre du jour, activité de team building et stratégie dans un cadre relaxant en montagne. Cadre montagneux. Sa poitrine se serra. Elle continua de lire.
Lieu, dans les cascades, près de plusieurs chalets de luxe. Près des mêmes montagnes où tout avait commencé. Un plan commença à se former dans sa tête. Dangereux, risqué, peut-être impossible, mais possible. Elle pouvait proposer le lieu précis, concevoir l'ordre du jour, contrôler le cadre, la ramener à l'endroit où elle l'avait laissé, la forcer à affronter, pas avec preuve ou avocate ou exposition publique, mais avec la vérité, à l'endroit même où tout avait commencé. Elle passa les 3 semaines suivantes à préparer. Construisit une présentation professionnelle sur la transparence et le leadership, assez bonne pour que personne ne questionne ses recommandations. Puis suggéra calmement un chalet précis pour la retraite, un qu'elle avait soigneusement choisi. Ce lieu offre d'excellentes installations et l'atmosphère parfaite pour l'alignement exécutif. Sa supérieure approuva sans hésiter. L'assistante de Léonore approuva. Personne ne se demanda pourquoi elle avait choisi cet endroit précis. Personne ne savait qu'il était à 24 kilomètres de l'endroit où Luna Dron avait été laissée pour mourir. La retraite fut programmée fin octobre dans 2 semaines. Luna confirma sa présence, réserva son voyage, puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle appela Eliane. Elle répondit à la 2e sonnerie. Luna. Sa voix se brisa comme si elle attendait cet appel depuis qu'elle était partie. J'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux. Dis-moi. Je veux que tu me rejoignes dans les montagnes, celles où tu m'as trouvé. Silence. Qu'est-ce que tu prépares? Quelque chose qui finira d'une façon ou d'une autre. Luna? Tu es avec moi ou pas? Silence encore. Elle entendait sa respiration. Elle réfléchissait. Je suis avec toi, dit-elle enfin. Toujours. Elle ferma les yeux, soulagement mêlé de peur. Je t'envoie les détails. Personne d'autre? Et Eliane? Waze. Apporte l'enveloppe, celle que tu n'as jamais dépensée. J'en ai besoin. Elle raccrocha avant qu'elle puisse demander pourquoi. Resta assise, coer qui cognite. 2 semaines avant la retraite. 2 semaines avant que Léonore Dron retourne sur les lieux de son pire crime et cette fois sa fille morte l'attendrait. La navette de l'entreprise partit à 6 heures du matin. 12 cadres, 3 assistantes, Luna. Tout le monde râlait pour le départ, pour quitter la ville, pour passer un week-end à faire des exercices de confiance. Luna ne dit rien, regarda juste par la fenêtre pendant que la navette grimpait dans les montagnes. Les routes se rétrécissaient, les arbres se resserraient des 2 côtés. Chaque virage ramenait quelque chose. Une odeur, un son, un sentiment. Sa poitrine se serrait à chaque kilomètre. Quelqu'une demanda si elle allait bien. Oui, juste mal au cœur en voiture. On l'a cru. Le chalet apparut après 2 heures. Immense, cher, tout bois et verre et luxe. Le personnel se précipita pour les bagages, proposa des verres, donna les clés. Luna prit la sienne mais n'entra pas tout de suite. Elle marcha jusqu'au bord de la propriété, regarda la forêt. Quelque part là dehors, peut-être 24 kilomètres, était la clairière où Léonore l'avait laissée, où elle avait failli mourir, où tout avait changé. Ses mains tremblaient. Elle les fourra dans ses poches. Ça va? Elle se retourna, une cadre. Marque quelque chose. Elle sourit comme si elle s'en foutait. Juste un peu d'air. C'est magnifique ici, hein. Ça vide la tête. Elle n'avait aucune idée. Waze magnifique. Elle rentra. Luna resta. Le vent soufflait dans les arbres. Même bruit. Branches qui craquent, feuilles qui bruissent. Sa mémoire la ramena 15 ans en arrière. Sol froid. Cardigan rouge, peur si pure qu'elle ne pouvait pas respirer. Elle ferma les yeux, se força à rester dans le présent. Elle n'était plus cette petite fille. Elle était là pour une raison. La première journée fut du corporate ennuyeux. Exercice de cohésion, chute de confiance, discussion sur synergie et virage de paradigme. Léonore arriva en fin d'après-midi. Hélicoptère qui atterrit sur l'héliport du chalet. Tout le monde se redressa quand elle entra, comme des soldats quand la générale arrive. Elle fit un court discours sur vision et leadership. Voix calme, contrôlée, vide. Luna resta au fond, prit des notes, resta invisible, mais son cœur cognait tout le temps. Après le discours, Luna sortit discrètement. Elle avait organisé un rendez-vous avec Eliane dans un parking à 3 kilomètres, trop loin pour que quiconque du chalet voie. Elle marcha vite. La température chutait avec le coucher du soleil. Le pick-up d'Eliane était déjà là. Elle descendit en la voyant. Elles restèrent maladroites un moment, première fois en presque 1 an. Elle avait l'air plus vieille, plus de gris, rides plus profondes. « Tu as l'air fatiguée, dit-elle. Toi aussi ?» Elle sortit l'enveloppe, toujours épaisse, toujours pleine. « Pourquoi tu en as besoin ?» Preuve de ce qu'elle t'a payé pour faire. Eliane la lui tendit. Sa main resta dessus un instant. « C'est dangereux, Luna. Elle est puissante. Si elle découvre qui tu es... Tu ne sais pas ça. J'ai travaillé dans son bâtiment des mois.
Elle m'a croisé des dizaines de fois. Elle n'a aucune idée parce qu'elle me croit morte. Exactement. Et demain, je vais lui montrer qu'elle s'est trompée. La mâchoire d'Eliane se crispa. Comment. Il y a une randonnée réflexion prévue. Je la guide. Où? La Clairiere. Où tu m'as trouvé? Son visage blêmit. Luna. Non. J'ai déjà tout planifié. Rauda Preve. Demain matin, je la ramène là-bas. Et après, tu crois qu'elle va juste avouer, s'excuser? Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin qu'elle me voie, vraiment me voie, qu'elle sache que j'ai survécu, que je sais ce qu'elle a fait. Et si elle essaie de te faire du mal? Elle ne le fera pas. Pas avec des témoins. Tu paries ta vie là-dessus. J'ai parié ma vie depuis le jour où tu m'as trouvé. Eliane la regarda, vraiment regarda, vit la détermination, la colère, les années de douleur transformées en but. Je ne peux pas te faire changer d'avis, hein? Non. Elle sortit autre chose du pick-up. Son vieux cardigan rouge, usé, délavé, rapiécé. Je l'ai gardé au cas où tu reviendrais. Luna le prit, le serra contre sa poitrine. Merci pour tout, pour m'avoir sauvé, pour avoir essayé. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Probablement, mais tu m'as gardé en vie. C'est ce qui compte. Elles restèrent là dans le froid, deux personnes liées par un mensonge devenu réel. Je serai dans le coin demain, dit Eliane. Au cas où ça tournerait mal. Okowa. Ne fais pas de bêtises. Elle sourit, petit, triste. Trop tard. Elle repartit vers le chalet. Eliane la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les arbres. Puis elle remonta dans son pick-up et se gara à un endroit d'où elle pouvait surveiller le chalet. Elle l'avait sauvé une fois dans ces montagnes. Elle le referait s'il le fallait. Cette nuit-là, Luna ne put pas dormir. Allongée dans le lit luxueux du lodge, si différent de sa chambre placard. Demain, tout changerait d'une façon ou d'une autre. Elle sortit son téléphone, ouvrit la photo de son acte de décès. Luna Dron décédée. Elle avait été un fantôme pendant 15 ans. Demain, elle revenait à la vie et ferait en sorte que Léonore Dron ne l'oublie jamais. Le matin arriva trop vite. Luna se réveilla à 5 heures, n'avait de toute façon pas dormi, cœur qui cognait, main tremblante. Elle enfila ses vêtements de randonnée, lassa ses bottes, glissa le cardigan rouge et l'enveloppe dans son sac. Aujourd'hui était le jour, mais d'abord, elle avait une décision à prendre. La nuit précédente, incapable de dormir, elle avait fait quelque chose de dangereux. Utiliser son ordinateur pour accéder aux réseaux internes de Dratic via le Wi-Fi du chalet. Risqué mais nécessaire. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Une vulnérabilité dans le système de rapport financier. Une séquence de commandes, c'était tout. Le système planterait. Rapport corrompu, cours de bourse en chute, investisseuse paniquée. L'empire de Léonore perdrait des millions, peut-être des milliards. Elle avait écrit le code, l'avait testé dans un environnement sécurisé. Ça marchait parfaitement. Un clic et elle aurait sa vengeance. Simple, propre, finale. Elle avait fixé le bouton exécuter pendant 2 heures, doigt au-dessus de la touche. Maintenant, dans sa chambre du lodge, elle rouvrit l'ordinateur. Le code était toujours là, en attente. Sa poitrine faisait mal, pas à cause de son cœur cette fois, à cause de quelque chose de plus lourd. Elle pensa à toutes ces années, la pauvreté, la douleur, regarder Eliane se détruire, frôler la mort seule dans les hôpitaux de la ville. Tout ça parce que Léonore avait décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée en vie. Elle méritait ça, méritait pire. Mais elle pensa aussi à l'entreprise, aux milliers de gens qui y travaillaient. Des gens comme elle qui galéraient juste pour survivre. Des gens qui n'avaient rien à voir avec ce que Léonore avait fait il y a 15 ans. Faire planter le système les toucherait aussi. Leur job, leur famille, leur vie. Elle deviendrait exactement comme elle, quelqu'une qui détruit des innocents pour gain personnel. Son doigt s'éloigna de la touche. Elle ferma l'ordinateur. Non, chuchota-t-elle. Pas comme ça. Elle n'était pas là pour détruire aveuglément, pas là pour faire mal à celle qui ne lui avait jamais fait de mal. Elle était là pour exposer la vérité, faire affronter à Léonore ce qu'elle avait fait. Et il n'y avait qu'un seul endroit où ça la briserait, les montagnes. Le petit déjeuner était à 7 heures. Tout le monde réuni dans le grand hall. Léonore s'assit en bout de table, buvant son café, lisant sur sa tablette. Luna se posta devant avec un presse-papier. Bonjour à tous. L'activité d'aujourd'hui est une randonnée réflexion. Sentier léger d'environ 5 km. Nous discuterons leadership et transparence dans un cadre naturel. Quelques grognements, des yeux levés au ciel. On est obligé? Demanda quelqu'une. C'est à l'ordre du jour, dit Luna. Approuvé par Madame Dron elle-même. Léonore leva les yeux, ennuyée. Faites vite, j'ai des appels cet après-midi. Bien sûr, madame. Sa voix resta stable,
même si son cœur battait la chamade. Elles partirent à 8 heures, 12 personnes suivant Luna sur un sentier étroit. Elle les guida plus profond dans la forêt, loin des chemins balisés, vers un endroit qu'elle et Eliane seules connaissaient. Les cadres râlaient pour leurs chaussures, le froid, le manque de réseau. Luna continuait de marcher. Léonore restait au milieu du groupe, silencieuse, regardait sa montre toutes les 2 minutes. Les arbres s'épaissirent, le sentier se rétrécit. Certaines commencèrent à demander où on allait. Encore un peu, dit Luna. Il y a une clairière plus loin. Endroit parfait. Ses mains tremblaient maintenant. Elle les fourra dans ses poches. Chaque pas amenait des souvenirs. Sun's odors. C'était la même forêt, les mêmes arbres, le même froid. Sa poitrine se serra. Sa respiration devint courte. Pas maintenant. Tiens bon. Elle se força à avancer. Puis elle la vit. La clairière, plus petite que dans son souvenir, mais la même, définitivement la même. Elle s'arrêta de marcher. Tout le monde rattrapa, se regroupa. On est arrivé, demanda quelqu'une. C'est l'endroit. Luna ne répondit pas. Ne pouvait pas. Elle était redevenue une enfant de 5 ans à genoux, froid, peur, appelant sa mère. Mademoiselle Rowan. Une assistante lui toucha le bras. Ça va? Elle cligna. Des yeux, revint au présent. Oui, désolé. C'est l'endroit. Les gens s'éparpillèrent, commencèrent à parler leadership, vision, blabla corporate. Luna se tourna. Léonore se tenait au bord de la clairière, regard lointain. Son visage était vide, illisible, mais sa posture changea. Ses épaules se crispèrent. Elle reconnaissait l'endroit. Elle le voyait dans ses yeux. Reconnaissance, puis déni, puis quelque chose comme de la peur. Elle la regarda, vraiment la regarda pour la première fois et Luna sut que c'était le moment. Elle plongea la main dans son sac, sortit le cardigan rouge, l'enfila, le même qu'il y a 15 ans, délavé, usé mais reconnaissable entre mille. Le visage de Léonore devint blanc comme un linge. Ses yeux se fixèrent sur le cardigan puis sur son visage. Elle vit le moment où elle comprit, le moment où elle réalisa que sa fille morte, se tenait à l'endroit exact où elle l'avait laissée mourir, bien vivante. Elle recula en chancelant, faillit tomber. Non, chuchota-t-elle. Ce n'est pas? Tu ne peux pas? Bonjour maman, dit Luna. Sa voix était calme, froide, tout ce qu'elle avait été pendant 15 ans. La clairière devint silencieuse. Tout le monde se tourna, confus, attendant une explication. Leonore ubrit la voce. Rien n'en sortit et pour la première fois de sa vie parfaite et contrôlée, elle ne savait pas quoi faire. Tout le monde regardait, les cadres, les assistantes, tous les yeux entre Luna et Léonore. Produce. Je suis désolée, dit Marc. Tu viens de l'appeler maman? Luna ignora, garda les yeux sur Léonore. Elle était figée, blanche, main tremblante. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois, ce qu'elle dirait, ce qu'elle ressentirait. Mais maintenant que c'était là, elle ne ressentait rien, juste froid. Cet endroit, dit-elle doucement. Tu t'en souviens? La bouche de Léonore s'ouvrit, se referma, s'ouvrit encore. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sa voix se brisa. Tout le monde l'entendit. Tu n'étais sauviens. Pas avoir amené ta fille ici il y a 15 ans. Je n'ai pas de fille. Tu en avais une. Luna Dron, 5 ans. Tu l'as amenée dans ces montagnes et tu l'as laissée ici même. Elle pointa le sol, l'endroit exact où elle s'était effondrée. Tu lui as dit de rester, que tu revenais tout de suite. Puis tu es parti. Les cadres commencèrent à murmurer, sortir téléphone malgré l'absence de réseau. C'est de la folie, dit Léonore plus fort, essayant de reprendre le contrôle. Je ne sais pas qui tu es, ni à quel jeu tu joues. Je ne joue pas. Luna sortit l'enveloppe, la brandit. C'est l'argent que tu as payé à une femme nommée Eliane Rowan, $7 000, pour que la situation de ta fille se termine dans ces montagnes, pour qu'elle ne revienne jamais. Les yeux de Léonore s'écarquillèrent, fixés sur l'enveloppe. Mais elle n'a pas fait ce que tu lui as demandé. Elle m'a trouvé, m'a porté jusqu'à l'hôpital, m'a sauvé la vie, m'a donné son nom et m'a élevé dans la misère pendant que tu touchais 2 millions d'assurance vie. Elle sortit l'acte de décès, le déplia. Luna Dron, décédée, signé par toi, déposé alors que j'étais encore vivante. Elle marcha vers elle. Elle recula. Tu m'as déclarée morte, as touché l'argent, bâti ton empire sur ma tombe et tu n'as jamais regardé en arrière. Arit. Chichota, Leonore. Pourquoi? La vérité fait mal? Tout le monde sait que j'ai perdu ma fille. C'était tragique. Un accident? Luna se tourna vers les autres. Elle filmait maintenant. Téléphone levé, capturant tout. Bien qu'elle filme. Ma mère m'a amenée ici exprès, m'a laissé dans le froid avec une maladie cardiaque qu'elle savait mortelle.
Puis elle est rentrée attendre que je meure pour pouvoir encaisser. C'est un mensonge, dit Léonore. Désespérée maintenant. Elle s'est perdue. J'ai cherché. La police a cherché 3 jours. Puis tu as arrêté les recherches et déposé un acte de décès parce qu'il n'y avait plus d'espoir.